Là, on a tout sorti. Non, mais voilà, je te le dis. Non, là, on est carrément sur la tasse. On a carrément le mug des Gardiens de la Galaxie volume 2. Le derrière, il est préparé. Ça doit être la première fois de ma vie, mais vraiment la première fois de ma vie que je bloque deux personnes aussi rapidement sous prétexte simplement qu'ils ont utilisé les mots interdits The Walking Dead. Ça, c'est vrai que ça m'arrive aussi rarement. Un petit peu plus en ce moment, tu me diras. Mais en tout cas, c'est la première fois véridique que je fais mon setup et mes décos de Noël aussi rapidement. Merci le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Merci le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Sans ça, évidemment, tout ça serait arrivé beaucoup plus tard. Merci le Black Friday aussi d'avoir l'intelligence, parce que je m'aime beaucoup. Mais en fait, c'est juste beaucoup de chance d'aller à un magasin où tout est à 30% le jour pile où tu veux aller acheter des bails. C'est super. C'est super. Donc voilà, on a mis la petite ambiance spéciale Noël pour les Gardiens de la Galaxie. Joyeuse fête, le Holiday Special. J'ai du mal à l'appeler Joyeuse fête. J'ai vraiment du mal à l'appeler Joyeuse fête. Alors normalement, je suis censé l'appeler comme ça puisque c'est le travail de la VF, de l'avoir retraduit Joyeuse fête directement. Mais mais en tout cas, le live est enfin là. La vache, l'Allemagne vient d'égaliser. Bah tu vois, moi j'étais en mode, je suis un peu en retard parce qu'effectivement mon livre, hein, j'étais à l'heure du Qatar, j'étais en train de regarder la fin d'Espagne-Allemagne et je me suis dit bon, l'Espagne était quand même assez dominante. Ils viennent de marquer, je pense que les Allemands ça va leur mettre un coup de massue. Bon au final ils égalisent dans les minutes où je peux pas regarder le live. Donc là on va y aller tranquillou pour l'instant parce qu'il doit rester une dizaine de minutes. Donc jusque maintenant on va être un petit peu en mode chill et puis évidemment on tentera les hostilités d'ici 10-15 minutes pour laisser le temps à tous ceux qui sont devant le match possiblement de nous rejoindre. Comment dire, possiblement de nous rejoindre par la suite. Ton gros fauteuil cache ses merveilles. Alors en vrai non ça va. Parce qu'il y en a de ce côté-là, il y en a de l'autre côté, mais en fait, au milieu, il y a rien, puisque de toute façon, il y a un panneau qui m'empêche de mettre des trucs. Donc ça va. Genre, le fauteuil et la personne sont vraiment pile aux endroits où, normalement, on est à peu près tranquille, quoi. Les décos sont des deux autres côtés. Il y a juste, là, le poster de Kendrick Lamar que j'ai un petit peu mal dosé, puisque normalement, on est censé voir la tête du bonhomme. Là, au final, on voit juste un truc torse-poil, on va se dire, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ça fait vraiment genre, franchement, je suis en train de regarder le poster de Kendrick Lamar qu'il y a derrière. Ça fait vraiment genre dieu du stade qui vient de s'asseoir sur un cadeau de Noël. Donc faudra peut-être que j'essaie de revoir le truc différemment, tu vois, parce que je m'étais pas rendu compte qu'en fait on voyait pas du tout la tête du gonze. Ce qui est en vrai très drôle. Mais voilà, en tout cas on est là ce soir pour parler évidemment des Gardiens de la Galaxie. On est là pour parler donc de Joyeuse Fête, le special des Gardiens de la Galaxie, donc qui fait directement suite à Werewolf by Night, qui était le premier special qu'avait sorti Marvel il y a quoi, il y a quelques semaines maintenant, hein, il y a peut-être un gros mois on va dire, qui était là pour illustrer Halloween. Là cette fois on est là pour illustrer évidemment la période de Noël. Toujours un petit peu trop tôt, puisqu'il me semble que Werewolf by Night était sorti avant le 31 octobre. Là, on sort le Holiday Special un mois avant Noël. Alors, vous savez, je comprends pas trop le catalogue et je comprends pas trop la particularité de Disney de nous mettre ça dans quelque chose d'aussi rapide comment dire, d'aussi rapide sur le calendrier. Mais enfin bon, c'est pas grave. Le Holiday Special qui est là, qui a été globalement bien reçu. Alors c'est étonnant, on va commencer par là, parce que vous le savez, moi je peux plus faire un live en fait sans râler envers mon prochain, parce que voilà, les gens râlent pour tout et pour rien. Assez étonnamment, Twitter a été particulièrement gentil et clément avec le Holiday Special, et forcément quand j'ai dit que moi j'avais beaucoup apprécié, j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs qui me disaient que... en gros, c'était vite, que ça servait à rien, que c'était inutile dans le MCU, que c'était fait que pour l'oseille, etc. Et je me dis, les gars, vous regardez un special qui, depuis le début, est présenté comme un indépendant qui n'aura pas d'incidence sur la suite du MCU, donc effectivement ça n'a pas d'incidence, mais en même temps on vous le rabâche depuis que le truc est censé être sorti, et qui est simplement une idéologie, voilà, de l'esprit de Noël pour passer un bon moment avec les gardiens, pour faire une petite étude. En plus, il y a une révélation qui est vraiment intéressante à la fin entre Star-Lord et Mantis, donc il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Et là, en fait, t'as les gens qui râlent parce que « Oh bah ouais, mais ça sert pas à grand-chose, c'est vraiment capitaliste, c'est fait pour accumuler de la thune, il y en a marre de ces trucs enfantins, mais tu fais l'esprit de Noël ». T'es en train de râler pour un Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, alors que le Holiday Special, c'est Joyeuse Fête, c'est pour fêter Noël. Y a rien de plus féerique et forcément volontairement enfantin. Mais c'est pas pour autant que le truc est idiot.
Donc je sais pas, enfin j'ai encore l'impression que voilà, les gens râlent encore pour tout et pour rien, parce que très sincèrement, à la suite de ce Holiday Special, alors on apprécie ou pas, hein, forcément, puisque bon, ça reste 45 minutes, on pourrait trouver ça trop court, on pourrait trouver effectivement bah, que dans la trame narrative du MCU, il n'y a pas un intérêt énorme, même si moi j'en trouve plusieurs sur le fond et sur la forme, et si bah globalement c'était étudié pour, donc déjà à partir de là, tu peux plus trop râler. Mais alors, étonnant. Je suis vraiment étonné de voir que ça a été globalement bien reçu, mais que tu as quand même encore quelques dissidents qui sont capables de dire des choses, comment dire, aussi négatives sur un produit qui dure à peine 40 minutes, quoi. La révélation autour de Mantis, excuse-moi, Val, mais on s'en doutait. Ouais, mais ça n'a pas d'importance. Enfin, je veux dire, on s'en doute. C'est oui, on pouvait s'y attendre et puis effectivement, il y avait peut-être des pistes qui étaient laissées où on pouvait avoir certaines choses, mais c'est pas parce que déjà la révélation le confirme. Donc au moins quelqu'un par exemple qui verrait pas le Holiday Special, il a la confirmation cette fois technique, donc c'est aussi important de le confirmer de manière véridique. Et de deux, il y a toute la féerie et la poésie qui en découle derrière. Ça c'est aussi important, tu vois, de dire tu peux pas jauger par exemple une révélation simplement sous le principe de cette révélation. Il y a tout le côté artistique qui va y avoir derrière, il y a tout le côté visuel, il y a la discussion entre les personnages, il y a le jeu des comédiens, il y a ce côté très poétique et féerique qui va se ramener en plus à l'univers de Noël, donc ça c'est plutôt cool. À quand le retour du col roulé? En vrai le col roulé fera son comeback very soon, hein, dans la mesure où là on a remis le chauffage juste aujourd'hui. Globalement, du côté de la société Artworks, oui, le col roulé va revenir rapidement. Et merci beaucoup, Juju, pour le don. Merci pour le premier don de la soirée, ça fait plaisir. Salut Val, bonne soirée à toi. Petite question, quels sont tes prochains lives YouTube? Alors, mes prochains lives YouTube, il y en aura un donc ce soir sur les Gardiens, et il y en aura un demain et un mardi. Celui de demain, il sera sur toute la phase 4 de l'univers Marvel. On fera un grand état des lieux de la phase 4. De toute façon, c'est une semaine un petit peu Marvel, hein. Je voulais marquer le coup puisque c'est quand même la fin de la phase 4. Demain, il y aura un live spécial phase 4 de Marvel avec tout le... Voilà, on fera un état des lieux de tout ce qu'a fait la phase 4. Est-ce que c'était décevant ou est-ce que c'était innovant? Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et le live de mardi... Ça va être un live, je sais pas à quelle heure il va terminer. Ce sera le top... J'ai même pas envie de dire le chiffre. Le top 75 des personnages du MCU. Parce qu'en fait, je voulais mettre le top 40, après j'ai voulu mettre un top 50, un top 60, et en fait, il y a même des personnages secondaires, genre c'est impossible de les retirer d'une tier list. Genre ça ne sert à rien, tu peux pas retirer Happy Hogan, ou tu peux pas retirer Pepper Potts, ou des... Tu vois, enfin genre il faudrait... à la limite, retirer tous les antagonistes pour faire que les gentils, puis après les méchants. Mais du coup, ce sera une tier list top 75 qu'on commencera en plus à 21h30. Donc je peux vous dire qu'à mon avis, elle va largement se terminer aux alentours d'une heure, voire plus. Donc ça va être lourd. Tu feras des lives sur Avatar durant décembre, j'espère. Alors non seulement je ferai un live évidemment sur Avatar. Je pense que avant la sortie d'Avatar, on fera un live sur la rétrospective du premier film Avatar en live la semaine d'avant la sortie. Et ce sera le retour épisodique. Épisodique, parce qu'il n'y a que 2 films pour lesquels je le ferai. Ce sera le retour des critiques. Il y aura une critique comme à l'ancienne, en mode review, d'Avatar 2, et il y aura une critique des Gardiens de la Galaxie volume 3. Ce sera les deux, j'avais dit que j'arrêterais à Jurassic World, mais que je me laissais peut-être, voilà, un ou deux au cas où, tu vois, un comeback saillant sur un ou deux films, grand maximum, si jamais je me chauffe. Et donc du coup, il y aura effectivement une critique sur Avatar 2, et il y aura une critique sur les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui sont les 2 films que j'attends le plus sur toutes les prochaines années. Pour le reste, non, ce sera que des lives, mais il y aura un live sur Avatar, la critique d'Avatar 2, et un live ensuite, évidemment, sur un live entre nous, sur un débriefing d'Avatar 2, mais en débat avec vos commentaires derrière. Est-ce que tu te laisserais pas pour Joker 2 en 2024? Comment ça va, mon Gideon? 2024, je sais pas si je serai encore sur YouTube, hein, ça c'est trop loin. Je sais que 2023, j'ai encore des choses à faire. Honnêtement, moi je me laisse sur YouTube, très très honnêtement, je me laisse encore un bail d'1 an. Pour moi, YouTube, c'est encore un bail de, on va dire jusqu'à au moins novembre de l'année prochaine, puisque ce serait date à laquelle je pars essayer de m'installer à l'étranger. Je suis pas sûr d'être sur YouTube encore après le mois de novembre. Donc 2024, il y a de grandes chances que de toute façon Valou Artwork se soit terminé sur YouTube. Donc faudra surtout compter sur 2023. Tu vas basculer sur Twitch. Twitch, j'y suis déjà et ça se passe très très bien. Mais Twitch, c'est pareil. Twitch, l'avantage de Twitch, c'est qu'en fait les lives me permettent, même si je suis à l'étranger,
de faire des lives par exemple. Enfin moi j'ai l'ambition de partir aux États-Unis. Alors je vais pas faire beaucoup de talk car on va rentrer dans le sujet des gardiens, mais ça tombe bien qu'on en parle puisque de toute façon là on est encore actuellement devant Espagne-Allemagne, donc ça va permettre aux gens de venir par la suite à la fin du match et puis de pas avoir loupé grand chose. Mais j'ai l'ambition de partir à l'étranger, donc comme vous le savez, au mois de novembre de l'année prochaine. Ça peut évoluer, mais pour l'instant, c'est toujours très concret là-dessus. Donc a priori, je suis censé partir à l'étranger. L'avantage que j'aurai à partir à l'étranger, si j'arrive à m'installer là-bas, c'est que par rapport au décalage horaire, faire des lives, ce serait de midi à 15 heures, par exemple. C'est-à-dire, même si je trouve un taf tranquille là-bas, je peux prendre ma pause. Si j'ai une pause je sais pas moi, de midi à 14 heures ou de 13 heures à 15 heures, je peux toujours faire un live, puisque chez vous, il sera 21 heures, donc c'est parfait. Donc Twitch, a priori, n'est pas en danger. YouTube, 2023, je pense que ce sera la dernière année, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue logique ou d'un point de vue envie. Parce que je vous cache pas que je pense avoir quand même pas mal fait le tour. Il y a encore des films qui me donnent envie. On parlera notamment de Collision et du King Kong de Peter Jackson en interlude au mois de décembre. En plus d'Avatar et d'un sujet sur The Last of Us, puisque je ferai des reviews de Last of Us et de Mandalorian. Je peux pas partir sans avoir fait au moins les reviews épisode par épisode de Last of Us et de Mandalorian comme à l'ancienne. Donc 2023, ce sera peut-être une année où je reviendrai un petit peu à l'ancienne par rapport à cette année, mais sur deux sujets bien précis. Pour le reste, ce sera des interludes et des Valou TV comme d'habitude. Donc il y aura pas mal de trucs sympas. Par contre, effectivement, je pense que 2023 sera possiblement la dernière, puisque j'aurai plus le temps après, et parce que voilà, je pense avoir peut-être un petit peu fait mon temps, je pense avoir un peu fait le tour. La formule Internet, la formule YouTube, la formule live, etc. Il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent moins. Et c'est beaucoup de temps pour aux États-Unis. Je vous cache pas, si je pouvais trouver un taf simple et profiter simplement en fait de la vie. Ce que je peux pas trop faire quand je suis sur YouTube, parce que YouTube, c'est de 11h à 18h, tu bosses, de 18 à 20h, t'es à la salle, de 21h à 1h du matin, ensuite, t'es en live. Donc, c'est hyper chaud. Mais voilà, il y a des chances qu'à mon avis, 2023 soit la dernière année YouTube. Pour Twitch, a priori, normalement, il n'y a pas d'inquiétude. Que ce soit à l'étranger quand même, il suffit d'avoir la fibre et des lives, je peux en faire. Donc ça devrait pas être trop inquiété. Alors, je vais répondre du coup à Juju. Merci pour le don. Un live sur le Seigneur des Anneaux en 2023. Oui, et peut-être même une vidéo, parce qu'il y a encore pas mal de... Si justement, admettons que 2023 soit ma dernière année, c'est pas encore gravé dans le marbre, ou gravé dans la roche, comme dirait... je sais plus si c'était Sniper ou Cynic, enfin dans tous les cas j'écoutais ni l'un ni l'autre. Il y a des références obscures de quand il avait 13 ans et demi. Mais oui, le Seigneur des Anneaux, j'en ferai une vidéo parce que ça fait partie de mes incontournables dont j'ai jamais parlé, et c'est quand même hyper étonnant. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'en parler sur YouTube, donc il y aura forcément un live où je reviendrai sur le Seigneur des Anneaux et potentiellement une vidéo. Et pour répondre à Logan, merci beaucoup Logan pour ton don, un interlude sur les gardiens, ça arrivera dès que les Gardiens de la Galaxie volume 3 seront sortis en Blu-ray. Pourquoi ? Parce que je vais télécharger le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3 en HD pour ma vidéo. Donc il faut déjà que j'attende qu'il soit disponible en HD, ce qui la plupart du temps correspond sur notamment T-Rexo à des périodes où t'es peu de temps avant la sortie en Blu-ray qui devient disponible. Et puis je préfère la vidéo au moment où le Blu-ray des Gardiens de la Galaxie volume 3 sortira pour rester un petit peu dans l'actualité. Donc oui, il y aura une grande rétrospective, un grand interlude des 3 gardiens et donc de ce Holiday Special. Qu'on va étudier un petit peu aujourd'hui, mais voilà, c'est honnêtement, je suis pas forcément sûr que ça va être, que ça va être définitif. Que Twitch, je continue parce que aussi ça me plaît, c'est vraiment très chill et c'est hyper reposant. Et puis c'est un exercice de style complètement différent. Oui, YouTube. Là, si vous me demandez dans ma tête actuellement, YouTube, la dernière année sera en 2023. Le mois de novembre sera en 2023. Donc pour moi, la fin avec une vidéo sur Jared. Forcément, ma dernière vidéo sera Jared parce que je me l'étais promis. Je me fixe un ou deux challenges, notamment l'année prochaine, ce serait de sortir aussi mon documentaire sur Shia LaBeouf. Parce que j'aimerais bien quand même au moins pouvoir terminer une trilogie, si je peux pas faire celui sur Goldblum plus tard ou autre. J'aimerais bien au moins faire celui sur Shia LaBeouf. Et puis, j'ai encore pas mal de films à dire. Oui, effectivement, Le Seigneur des Anneaux, j'aimerais bien le faire.
J'aurais bien aimé faire une vidéo sur le lien entre Kendrick Lamar et le cinéma. J'aurais bien aimé faire des vidéos sur la saga Starship Troopers. Il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire. J'ai envie évidemment de couvrir Mandalorian parce que c'est mon bébé. J'ai envie évidemment de couvrir Last of Us parce que c'est Last of Us. Donc oui, il y a plein de choses qui vont arriver. Dans le pire des cas, il nous reste encore une année entière à passer ensemble sur YouTube. Et puis derrière, on verra par la suite. Je parlais de la série Les Anneaux de Pouvoir. Ah d'accord, ok Juju, ça marche. Merci pour ton nom. D'accord, ok, oui. Alors les Anneaux de Pouvoir, bah, j'aimerais bien en soi pouvoir parler des Anneaux de Pouvoir. Alors là, il faudrait que je trouve le temps de la regarder déjà, parce que je me suis un peu déchauffé. Si tu pouvais réussir à me la vendre à peu près, Juju, pour que je me chauffe à la regarder, parce que j'en ai entendu des retours malheureusement pas terribles. Donc si jamais tu veux donner ton avis dessus, n'hésite pas pour me donner envie de la regarder. Oui. C'est pareil, je pense que si 2023 c'est la fin, il y a de grandes chances que il va falloir que je rattrape des incontournables. Les Anneaux de Pouvoir fait partie des incontournables. Bon, c'est vrai qu'on me l'a pas forcément super bien vendu, quoi. Impossible de la vendre. Ben oui, on me l'a pas. C'est vrai que globalement, on me l'a pas super bien vendu, quoi. J'ai eu beaucoup de retours, même à la salle, où des gens, des proches, etc., qui ont essayé et qui ont eu beaucoup de mal. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Mais ouais, j'attends aussi et j'espère avoir des retours positifs incessamment sous peu. Finir sur Avatar 5 et Avengers Secret Wars. Ah ouais, mais là, ça me ferait soit décaler mon voyage aux États-Unis à dans 8 ans, 2026 ou 2027, je sais même plus, soit, enfin, et encore, en espérant que Avatar prenne pas des retards comme celui-là, parce que sinon, je pars jamais. Hein. Ça veut dire qu'il finira YouTube en 2054. C'est exactement ça, Olive, ouais. C'est genre le mec, il aura 72 ans et sera encore YouTuber en train de faire des trucs de teubé. Ouais, super. Alors, on va parler du remake des Gardiens de la Galaxie, hein. Avec le fils à Chris Pratt, let's go. Donc ouais, ça voit vachement loin. Après, pour être tout à fait honnête, j'apprécie beaucoup plus aller au cinéma et j'apprécie beaucoup plus les films depuis que je dois plus faire de critiques. Ça, c'est terrible, hein. Mais le fait de faire des critiques, ça t'obligeait vraiment à être devant le film, analyser, prendre des notes, ceci, et tu perds le simple plaisir de le savourer en fait. T'as forcément un œil. Mon œil critique, je l'ai même quand je prends pas de notes. Hein, je veux dire, bah, maintenant je l'ai comme ça, donc je vais être plus critique que beaucoup d'autres quand je vais voir un film. Mais le fait de prendre des notes, de ci, de ça, de devoir faire exactement attention à tout. Là maintenant, tu laisses un peu plus de place, tu vois, au simple plaisir d'aller voir un film, un truc que j'avais oublié depuis longtemps et que j'ai retrouvé très honnêtement cette année. Et que j'ai même retrouvé en critique, puisque je me prenais beaucoup moins la tête, je sortais mes vidéos plus tard. Et bah, c'était notamment voilà, sur du Jurassic ou du The Batman ou des choses comme ça, où je me réservais au moins une séance où je kiffais ma mère avant de retourner ensuite le voir et puis prendre des notes, par exemple. Là, comme Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood, faut savoir que quand il est sorti, je l'ai vu 3 fois dans la même journée. Hein. J'y suis allé à 14h, à 17h ou à 18h et à 21h30, je crois. J'y suis allé 3 fois dans la même journée. Une fois en VO, 2 fois en VF. Première fois pour kiffer, la deuxième fois pour kiffer, la troisième pour prendre des notes. C'était un Tarantino, j'étais obligé. Mais par contre, derrière, ouais, c'est vrai que ça te prend un temps considérable, quoi. Mais ouais, les anneaux de pouvoir, il faudra que je vois un petit peu. Si ça fait partie des incontournables que je dois regarder, j'essaierai de me le faire. Maintenant, j'espère qu'on pourra me le vendre vraiment bien, parce que j'en ai pas entendu des choses malheureusement, ultra positives jusque maintenant. Sur certains épisodes, si apparemment il y avait des regains de forme énormes, mais derrière ça semblait quand même encore assez timoré quoi. Le mec boit sa meilleure tisane et utilise des expressions, mais de vieux, genre beaucoup trop timoré, de personnes de 72 ans. Genre vraiment dans ma tête, je me rends compte que quand je suis en live, j'ai 87 ans quoi. Ça va sortir sur meilleur plaît-il, on va tous voir flou. Tu feras une petite interlude sur les derniers films de John Berntal et Chris Pratt, sur la continuité de tes documentaires. Comment est-ce qu'il a changé depuis dans leur carrière? C'est possible, Gideon. Bah, je l'ai fait sur Terminal List, par exemple. Je l'ai fait sur We Own This City. Il va falloir que je rattrape American Gigolo, mais oui, il y a des chances. Il y a des chances. Bon, peut-être pas sur Super Mario, hein, par contre. Ça, bon, je vais peut-être passer à côté. Mais sinon, oui, il y a des chances que tous les films qui feront la plupart du temps maintenant, je fasse comme We Own This City comment dire et puis The Terminal List, et puis que je le fasse. The Terminal List, c'était un exercice de style très intéressant pour voir justement la dimension Chris Pratt. Parce que là, on va y revenir. Comment il va, mon Lucas Simard? Est-ce que tu l'as vu
le Holiday Special des Gardiens. Est-ce que parce que je sais que Lucas c'est un grand fan de Marvel, est-ce que t'as eu le temps de le rattraper l'épisode de Noël des Gardiens de la Galaxie? Parce que là, justement, on va revenir un petit peu sur notre sujet, puisqu'on parle quand même du Holiday Special, donc Joyeuse Fête des Gardiens de la Galaxie. Quel est le pitch, évidemment? On retrouve nos gardiens, je crois, sur Nowhere, qui voient Star-Lord déprimé parce que Gamora n'est plus là, parce que sa Gamora est morte, parce que la Gamora du passé, elle est revenue, mais qu'elle a disparu, etc. Donc Star-Lord, il est un peu chafouin, voilà, il est un peu furibard. Donc, attendri par une histoire de Noël entre Yondu et Star-Lord, et alors celui qui a maintenant la crête de Yondu, mais j'arrive jamais à retenir son nom à ce personnage-là, dites-moi dans le chat, attristé par cette histoire-là, comme quoi, bah effectivement, Star-Lord n'aurait jamais eu de véritable Noël, Mantis et Drax, et très honnêtement, Kraglin, voilà, c'est ça, merci. Très honnêtement, c'est les deux personnages qu'il fallait absolument envoyer sur Terre, parce que Drax et Mantis, je veux dire, si tu veux avoir de l'humour, en même temps rester relativement réaliste, alors maintenant on suppose hein, que les terriens savent que les extraterrestres existent, etc. Parce que bah il y a eu tous les événements qui se sont passés, hein, donc ça les étonne plus finalement de voir des aliens débarquer, même si c'est rigolo de voir des aliens pour le coup, par contre eux arriver sur Terre, parce que tu vois un vaisseau avec Drax et Mantis arriver à Los Angeles, c'est extraordinaire. Pour moi c'est les deux personnages qu'il fallait envoyer là-bas. Ces deux personnages-là vont arriver directement du côté de Los Angeles pour, rien que cette phrase me fume, récupérer le légendaire Kevin Bacon. Et rien que ça, moi, mais merci, quoi. En vrai, tu vois, c'est là où moi, je comprends pas les gens qui ont pas trouvé ça cool et ouais, qui se sont dit que c'était sans grand intérêt, ceci, cela. Je me dis, mais rien que déjà, prenons le prisme de la mise en abîme cinématographique et musicale. Ne serait-ce que ça, par exemple, puisque bon, bah voilà, on va kidnapper Kevin Bacon, on va le ramener sur Nowhere, ils vont faire Noël ensemble, etc. Et à la fin, il y aura révélation que Mantis est la sœur de Star-Lord. Ça, c'est pour le résumé très concis. Mais il y a tellement de choses, en fait, en 40 minutes qui sont hyper intéressantes. L'acteur qui joue Kraglin, oui, c'est le frère de James Gunn, c'est Sean Gunn, je crois, qui jouait d'ailleurs dans The Terminal List. D'ailleurs, une scène assez hard où Chris Pratt le liquide très très froidement, parce qu'il joue dans The Terminal List aussi, Sean Gunn. Ce qui est assez drôle quand tu vois qu'ils ont pas du tout le même karma que dans les Gardiens de la Galaxie, les deux acteurs. Et oui, effectivement, moi je trouve que dans les Gardiens, il y a en 40 minutes tellement de choses à dire si tu as l'envie d'aller chercher un tout petit peu plus loin que ah bah ouais mais ça apporte pas grand chose au MCU, ah bah ouais mais bon c'est rigolo, c'est féerique mais il y a pas grand chose. Déjà rien que de base les Gardiens de la Galaxie, il faut partir d'un principe simple, c'est de James Gunn. James Gunn, c'est et puis oui, alors je suis d'accord avec Magma aussi. Il y a tout le développement qui va arriver pour la suite du troisième. On sait un petit peu ce qui se passe après les événements de Thor: Love and Thunder. Puis la révélation finale est quand même importante. Enfin, je veux dire, même si on s'y attendait un peu, ça reste quand même une révélation. Il y a une continuité narrative, ça reste toujours très pertinent. Mais même sur le fond des choses, James Gunn, c'est un mec qui met souvent de la mise en abîme musicale. On l'a tous vu hein, avec le Awesome Mix, et cinématographique. Rien que l'idée de se dire, on va faire un Holiday Special, qui est hyper casse-gueule. Parce que globalement, moi la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, oula, les Gardiens de la Galaxie, c'est pour moi le meilleur projet qui a été fait dans l'univers de Marvel. Je le dis toujours, je le pense toujours, hein, pour moi les Gardiens de la Galaxie, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans Marvel. Je me dis, attends, il va nous faire un épisode spécial Noël. Alors, quelque part, j'étais un petit peu... Ouais, évidemment, parce qu'il n'y a qu'avec les gardiens que tu peux faire un côté débarré comme ça, en période de Noël, avec des personnages un petit peu totalement borderline. Mais l'intérêt de ce move, enfin, je me dis, je vois pas exactement comment tu vas pouvoir agencer le truc. Et puis, finalement, arrive l'idée de se dire, on utilise l'état d'esprit, les traumas et le développement de personnalité de Star-Lord. J'ai trouvé Chris Pratt hyper touchant. Alors, les deux les plus touchants, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est Mantis et Star-Lord, que je trouve vraiment, vraiment très émouvant, très touchant. Il y a quelque chose de féerique et de hyper attendrissant, en fait, quand tu les regardes les deux, que j'ai trouvé absolument génial, parce que voilà, bah, c'est là aussi que tu vois qu'à mon avis, ça doit être une vraie famille, au-delà des acteurs qui bossent ensemble. Ils doivent énormément s'apprécier. Pareil avec Drax, qui garde un côté évidemment familial et un côté très humain, et même si très premier degré, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage d'emmener Drax sur Terre, qui était une très très bonne idée. Mais il y a aussi
cette mise en abîme cinématographique, récupérer Kevin Bacon, le légendaire Kevin Bacon, pour l'amener en cadeau de Noël. Non seulement tu utilises le prisme de Noël à un escient qui est intéressant, mais en plus tu vas utiliser ton prisme de Noël pour une mise en abîme cinématographique, où le mec va être capable de te reciter à peu près toute sa filmo, hein, Footloose, etc. Où il va... Alors ça, c'est un truc que j'ai pas... Enfin, je veux dire, il me semble qu'ils l'ont déjà fait dans d'autres films, mais ça m'étonne. Dans l'univers du MCU, DC Comics existe. Puisque visiblement, Bruce Wayne et Batman existent. C'est-à-dire que Kevin Bacon se prend à un moment donné pour Bruce Wayne. Ce que je trouve tellement drôle. De là à dire que ça pourra peut-être un jour ouvrir la porte à un DC... Enfin, de toute façon, on est en 2022. Combien d'années avant qu'on l'ait, le DC versus Marvel? Et évidemment qu'on aura DC versus Marvel. La Warner et Disney, ils se mettront d'un commun accord ensemble pour dépenser des millions de dollars. Peut-être même l'un des premiers films avec, je sais pas, 1 milliard de budget. On pourrait imaginer n'importe quoi. Oui, c'était dans Les Éternels, c'est ça, Valou, effectivement. Ouais, dans Les Éternels, ils avaient fait une référence à DC. Et tu te dis, tiens... Ça y est, ça commence à venir, les références à Superman, à Batman, dans des trucs Marvel. Mais c'est toujours aussi intéressant à regarder, parce que tu te dis, putain, au final, le monde est petit, quoi. Et je pense que ça arrivera sûrement dans les années 2030. Ouais, non, mais moi, je pense, peut-être pas avant, parce qu'il y a Secret Wars, etc. à faire, enfin, il y a beaucoup de choses à développer. 2030, 2040, je pense qu'on on y a droit, hein. On y aura droit. Alors, bon, je pense pas que ça... Le fait qu'il y ait ces portes interdites, ça annonce pas non plus un truc extraordinaire. Mais je suis vraiment convaincu qu'un jour on y aura droit. Mais il y a cette mise en abîme, pour revenir là-dessus, sur un épisode qui dure 40 minutes, qui n'est nul autre qu'un spécial, un épisode bonus. Il faut le voir, ça a été étudié comme ça a été développé comme ça a été voulu comme ça. James Gunn l'a teasé comme ça, l'a créé comme ça, l'a produit comme ça. C'est un bonus. Il faut pas non plus... C'est comme si t'étais en Ligue 1 et que tu demandais, excusez-moi, no disrespect, hein, à Lorient d'avoir les résultats du Paris Saint-Germain. Non, je veux dire, il y a des proportions à respecter. Dédicace à nos amis lorientais, évidemment, hein, mais il y a des proportions, évidemment, à respecter. Quand t'as une proportion de Holiday Special, l'idée est d'amener de la féerie, de la poésie, de l'émotivité, de la créativité, ce qui est capable de faire les Gardiens de la Galaxie, de la mise en abîme cinématographique, une mise en abîme filmique, de ramener Kevin Bacon, d'en faire non pas un personnage, mais un être à part entière, de ramener certaines portes interdites, et puis, aussi... de créer certaines originalités. Parce que pour moi, emmener Drax et, par exemple, Mantis à Los Angeles, les voir prendre des photos avec des cosplayers de... Enfin, il y a un côté très... on brise le 4e mur, mais pas exactement. Beaucoup plus intelligent qu'avait fait She-Hulk, c'est pas dur. Et ce côté très, d'accord, on admet maintenant qu'effectivement, dans la vie moderne, bah, les Avengers existent plus que jamais, quoi. Ils sont là, ils sont parmi nous. Ils déambulent dans les rues de Los Angeles de par leurs fans, etc. Ou les gens qui se déguisent comme eux. Ça donne des séquences qui sont pour moi très drôles. Enfin, il y a vraiment des séquences qui m'ont beaucoup fait rire, notamment avec Drax, qui, bah voilà, Dave Bautista, je le trouve très 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 bon dans la comédie. Et ces choses-là, c'est de l'ordre pour moi de l'émotion, c'est de l'ordre de la féerie, et c'est ce qu'on attend d'un Holiday Special. Il y a même un truc, moi, qui m'a... Allez, on va dire marqué, mais je saurais pas exactement comment le dire, mais... Il y a une... Je sais pas si vous l'avez vu dans le chat, dites-moi, hein, mais... J'ai trouvé ça évident, mais en même temps tellement drôle, qu'en fait, James Gunn filme ça comme un téléfilm, tu vois. Parce qu'on m'a fait la réflexion aussi du style, ouais, mais si je veux un truc de Noël, bah je regarde un téléfilm de Noël sur TF1 à 13h. Mais c'est exactement le propos et le but du truc. Pourquoi clasher le Holiday Special des Gardiens, sachant que tout ce qu'il veut retranscrire, c'est ça. Il l'a filmé, mais même sur le côté un petit peu moins photographique, il y a de très beaux plans, de très belles images, etc. Mais tu vois bien que sur le côté photographique, il y a, c'est un peu moins soigné qu'un film cinéma ou que voilà une pellicule ou un long métrage qu'on pourrait avoir au cinéma. C'est un peu moins soigné, c'est un petit peu plus brut, et t'as vraiment l'impression de voir un téléfilm. Parce que c'est James Gunn qui va se moquer de ça, qui va reprendre ça, et ça s'inclut hyper bien dans la phase 4. Parce que les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, ça aura été la tentative de téléfilm de Noël, là où Werewolf by Night était la tentative d'hommage au film d'horreur des années 30, là où Les Éternels a été une tentative de film contemplatif, là où
Putain, Hawkeye a été une tentative de série de Noël. Enfin, voilà, ils ont essayé à chaque fois, là où WandaVision était une tentative de sitcom. Évidemment que je pense que la phase 4 est dans son arc à elle, créatif, parce qu'elle essaie d'aller toucher à tous les styles. La phase 4, pour moi, ça a été la phase de la tentative. C'est-à-dire, on a vraiment essayé de tout tenter à droite, à gauche, etc. Et puis de reprendre un petit peu tous les styles qui existent. Et ils reprennent, hein. Mais dans leur bulle à eux du MCU, ça leur fait créer des choses. Bah, ça s'inscrit vachement là-dedans. Et quand tu regardes que la manière de filmer, la réalisation et même l'esthétique et le grain de court-métrage, il est très téléfilm. On a vraiment l'impression de voir une téléfiction. On n'a pas l'impression de voir. Bah, je trouve ça vachement fort. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Pour l'instant, les spéciaux, c'est un sans faute. Ah bah ouais, moi je trouve que les specials sont très bons, ouais. Enfin, il y a vraiment des idées intéressantes, il y a de la créativité, et puis, pour des bonus qualitatifs. Je vais vous poser la question dans le chat, mais honnêtement, moi je préfère regarder 100 fois les Holiday Special des Gardiens de la Galaxie à me retaper She-Hulk. Je préfère regarder ça à revoir le caïd dans Hawkeye. Je préfère regarder ça parce que les Gardiens de la Galaxie, le Joyeuse Fête, à aucun moment n'est, comment dire, dissident ou à aucun moment n'est injurieux vis-à-vis de ces personnages. On va pas trahir la conscience des protagonistes. On reste très axé sur l'humour de Drax et son côté très premier degré. On reste sur le duo de Drax et Mantis, qui était déjà un duo extrêmement gagnant des Gardiens de la Galaxie 2. On va rester sur la féerie, la nostalgie, la douceur de Star-Lord. Et j'ai pas vraiment pas honte de le dire, hein, mais honnêtement, j'étais pas bien, moi, à la fin du Holiday Special. Quand tu vois Star-Lord tout émerveillé, bah, moi je l'adore ce mec, enfin je veux dire, je porte carrément le t-shirt, hein. C'est-à-dire, je l'ai, hein, le t-shirt des Gardiens de la Galaxie volume 2 sur moi, avec la veste qui va avec. Mais pour moi, c'est genre, enfin, les Gardiens, c'est ma vie, quoi. C'est genre un des projets que j'attendais le plus de l'année, alors qu'il dure que 40 minutes. Et que tu retrouves cette douceur, il a une poésie assez tendre. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec David Kruger. Il avait eu l'occasion de le dire quand j'avais fait mon documentaire sur Chris Pratt et j'étais assez d'accord avec lui. Il y a un truc dans le regard qui est assez triste chez Star-Lord. Tu sens que c'est quelqu'un d'humain, tu sens que c'est quelqu'un qui fait le show, voilà, qui est drôle, mais il garde un côté très nostalgique, triste. Et là, tu le retrouves vachement. Et genre, je trouve que la fin, elle est hyper émouvante. C'est là qu'on me dit, ouais, mais non, mais le truc sert à rien. Bah, à apporter de l'émotion vis-à-vis d'une révélation. Et il y a cette révélation-là, il y a toute l'émotion qui en découle autour, qui est hyper intéressante, et qui va, bah, moi je trouve carrément embellir le propos, quoi. Moi j'ai adoré le final, et je trouve que c'était vraiment comment dire, la fin adéquate à ce genre de propos. On utilise Noël à des fins de développement narratif, et en même temps, bah, on utilise les gardiens pour un propos au sujet de Noël qui est hyper intéressant. Donc moi, je trouve ça réussi. Je trouve juste ça effectivement très réussi. Et puis alors, on pourrait se dire aussi, franchement, je prends pas la défense. Moi, vous le savez, je suis quand même un gars qui est assez difficile avec Marvel. Je prends pas spécialement la défense de Marvel, mais il faut bien quand même reconnaître une chose. Marvel aurait très bien pu se dire, tu sais quoi, les gardiens de la galaxie, on les a beaucoup vus, on les verra plus tard, c'est pas grave, on fait juste un petit truc tranquille. C'est des Holiday Special, on va donner ça à Michael Giacchino pour Werewolf by Night, et puis bon, ce sera pas forcément un truc extraordinaire, mais c'est pas grave. De toute façon, nous, on va pas miser dessus à, voilà, outre mesure. Bah là, les gars, non seulement James Gunn, il prend son projet au sérieux, mais j'ai quand même envie de vous donner juste un exercice simple, hein, la bande originale. Le travail de la BO, il est extraordinaire. Que ce soit, alors je crois pas que ce soit Tyler Bates hein, cette fois qui s'occupe du score, mais que ce soit le score qui est hyper féerique, tellement acté dans l'esprit de Noël, mais en même temps avec une petite touche d'épique en mode Gardien de la Galaxie, mêlé à tous les morceaux qu'ils utilisent, qui sont typiques morceaux des Gardiens, mais qui sont eux aussi un petit peu plus rock, un peu plus punchy, où tu retrouves parfois même de temps en temps des sonorités que tu peux avoir dans le jeu PS5 des Gardiens. Là, tu sens que c'est pas fait au hasard. Ne serait-ce que la scène d'intro, la scène d'introduction qui est limite en mode, comment
Euh, Moi, je me suis posé la question s'ils allaient le faire comme ça, qui était limite en mode musical, où tu vois tous les mecs qui font de la gratte là en chantant Noël, je sais pas ce que c'est, mais les humains sont super bêtes, etc. Je me dis en vrai c'est drôle et c'est vachement bien fait. Et c'est là que tu vois que rien n'est fait au hasard. Même sur des plans qui sont vraiment visuellement intéressants et sur de la photographie qui est quand même riche parce que c'est un film qui est, enfin un court métrage qui est quand même beau à regarder aussi visuellement, que ce soit sur les plans à Nowhere ou que ce soit dans la maison avec tous les jardins, le jardin de Kevin Bacon, etc. Enfin, tu sens qu'il y a un sens quand même de la photographie, une ambition de visuel, mais remis au format téléfilm. Hein, je veux dire, parfois t'as l'impression de voir des plans de Desperate Wife aussi parce que c'est fait un petit peu dans la même structure. Moi, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool parce qu'il a totalement, totalement, totalement compris l'essence même de ce que pouvait être son produit, quoi. Je suis peut-être trop sensible, mais ayant failli pleurer aux 10 dernières minutes, j'imagine pas le troisième auquel je vais craquer à chaque scène. Merci Gideon pour le don. Ah mais alors moi, je l'ai dit, et les gens qui me connaissent bien le savent, il y avait deux, en fait, il y a vraiment, depuis de nombreuses années maintenant, hein, parce que ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé les critiques en 2015 avec Jurassic World, mais j'étais déjà un gros fan des Gardiens de la Galaxie qui étaient sortis un an plus tôt. Ça fait 10 ans que mes deux sagas, mes deux licences préférées, je peux plus dire que c'est Alien, hein, parce que moi, bon, Covenant, voilà, et puis derrière, on a eu pas mal de petits soucis techniques avec Predator, même si Prey a bien remonté la barre. Les deux licences qui m'avaient jamais déçu et que je trouvais géniales et que je comptais les jours avant de les voir, c'était Jurassic et Les Gardiens. J'aurais pu chialer comme une merde et être tellement dans le mal de me dire ça y est, c'est fini, putain, ça y est, c'est terminé avec Jurassic World Dominion si le film avait été bon. Il se trouve que comme le film a été vraiment, vraiment, vraiment très moyen, pour ne pas dire mauvais, ça n'a pas été le cas. J'ai une confiance totale en James Gunn. Je pense que même si maintenant il travaille avec DC et qu'il est patron de DC, des idées créatives, je pense qu'il laissera pas tomber les Gardiens de la Galaxie pour autant et il va pas le brader pour partir voir ailleurs ensuite. On l'a vu avec le Holiday Special qui est hyper qualitatif. À mon avis, les Gardiens de la Galaxie volume 3 a de grosses probabilités d'être hyper dur à regarder. Que ce soit sur le fond ou sur la forme, il a prévenu que ce serait beaucoup plus sérieux, moins axé autour de l'humour, que ce serait très triste, qu'il allait y avoir des morts. Moi, je suis d'accord avec toi, Gideon. Hein, c'est le troisième, on n'est pas prêt du tout. Je peux vous poser la question parce que le Holiday Special peut aussi nous emmener à diverses théories sur les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Qui penseriez-vous, enfin, qui verriez-vous mourir dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3? Si à un moment donné vous allez voir les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et que, eh ben voilà, il y a deux ou trois personnages que vous imaginez mourir, lesquels ce seraient? Drax, il l'a dit. Drax, ce serait possible, puisque en plus son personnage n'aurait malheureusement pas de continuité dans le sens où il retrouve. Ce serait une belle fin pour lui, dans le sens où. Comment? Où il retrouverait sa famille. Mais lui, il n'a pas d'arc de développement prochain. Moi, je vous avoue que je mise sur Drax et Star-Lord. Rocket, j'y crois pas. Oh, et Rocket, justement, Rocket, j'y crois pas parce que je pense que Rocket et Groot seront gardés dans le MCU par la suite. Je vois bien, moi, Rocket intégrer les Avengers. Ou je vois bien Rocket intégrer une autre équipe ou avoir pourquoi pas son film à lui. Pour moi, Rocket, je ne l'imagine pas du tout mourir. C'est possible, hein, et ce serait terrible parce qu'en vrai, Rocket, enfin, c'est pareil, mais Kevin Bacon dans le Holiday Special qui dit oh putain, un raton laveur qui parle. Et puis, mais ça me fume à chaque fois, moi. Ça marchera sur moi, mais à chaque fois. Hein. Mais le Rocket qui s'en va en mode putain, me traite plus jamais de raton laveur. Moi, ça me fume. Rocket, il est trop fort. Rocket, il est trop fort. Donc, étant donné que moi, ouais, c'est un de mes préférés, ça me foutrait le seum. Moi, je vois Star-Lord, Drax. C'est possible pour Rocket aussi, mais Rocket, en fait, je lui vois un tel potentiel et une telle sympathie vis-à-vis des gens que je me dis, hey, en vrai, ça m'étonnerait même pas qu'ils essaient de le... Voilà. Et on sait que ce sera le final avec ses gardiens. C'est pas la fin des Gardiens de la Galaxie, c'est la fin des Gardiens de la Galaxie sous James Gunn avec cette équipe. Je crois que Adam Warlock a fait partie des Gardiens. Il me semble.
que Rocket et Groot soient toujours dans les gardiens et que Rocket devienne le leader des gardiens de la galaxie. Avec Adam Warlock dans l'effectif et un ou deux autres personnages. Peut-être pourquoi pas Gamora, puisque Gamora, de toute façon, elle a une aventure dans les comics avec Adam Warlock. Et là, c'est pas la Gamora qui est amoureuse de Star-Lord. Donc je veux dire, bon, bah que Gamora, si on part du principe, et si le spectateur est suffisamment malin pour comprendre que la Gamora qu'on a aujourd'hui dans notre univers, eh bah, c'en est une qui ne connaît pas Star-Lord, pourquoi ne pas la mettre avec Adam Warlock? Si on a cette nouvelle formule des gardiens, pour moi, il faut laisser Rocket et Groot. Parce que c'est des valeurs sûres qui feront toujours aller voir les Gardiens de la Galaxie vis-à-vis des gens, et c'est des personnages hyper importants. Quelqu'un comme Star-Lord peut mourir. Quelqu'un comme Drax peut mourir. Il peut y avoir des Rocket, effectivement aussi, hein, si on part par là, peut mourir. D'ailleurs, Zoé Saldana est au casting du 3. Bon, je la vois pas ne pas être dedans. Hein. Bah, je la vois pas, en fait, s'être débarrassée de Zoé Saldana comme ça. Ah, ou du personnage de Gamora. Moi, je sais pas où le personnage de Gamora, ils vont l'emmener. Je pense pas que je pense pas que Gamora ne reviendra plus dans l'univers. Pour moi, Gamora a encore des choses à donner. Après, c'est vrai que c'était hyper casse-gueule, parce que là, soit Gamora, tu la faisais mourir pour de bon, et dans ce cas-là, c'était fini. Mais là, t'as quand même fait revenir la Gamora du passé dans le présent, ce qui veut dire qu'elle est là. Donc, techniquement, tu peux encore possiblement vouloir aller la chercher. Ant-Man 3, Gardien de la Galaxie 3, Blade, Secret Invasion, etc. La phase 5 s'annonce sombre. Ant-Man 3, j'ai hâte. Ant-Man 3, j'ai hâte parce que j'y crois vraiment beaucoup. Hein. Moi, j'adore Ant-Man déjà de base, mais j'y crois beaucoup et je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. C'est là où c'est Mantis et Kraglin qui meurent. C'est possible aussi. C'est possible aussi, mais il peut y en avoir plusieurs sur des ambitions différentes. C'est-à-dire peut-être plusieurs sur la mort d'un personnage, et puis dans un autre film, la mort d'un autre personnage, ou peut-être des personnages qui s'en vont pour aller dans une autre licence. C'est possible aussi. Faudrait une tier list saga de cinéma. Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais. Oui, c'est grave, ça pourrait être grave intéressant, ouais. Bah tu sais, après là, au mois de décembre, il y en aura des lives YouTube, il y a moyen qu'on fasse ça, hein. Là, je sais qu'évidemment, évidemment, bah, le live du... Ah, attendez. Comme le live du 3. Alors, la semaine prochaine, bon, bah, on est en live Marvel le 28 et le 29. Mais il y a les semaines suivantes. Je pense que du 5 au 11, il y aura forcément un live YouTube où on parlera d'Avatar. Du 12 au 19, il y aura un autre live où on parlera d'Avatar. Mais après, du 19 au 25, avant que je prenne ma semaine de pause, on pourra faire d'autres live YouTube où il pourrait y avoir ça. Hein. Tu penses quoi du nouveau design de Groot? Je suis pas super fan. Je suis pas super fan. En fait, c'est que je me dis, je vois pas l'évolution. J'arrive pas à comprendre comment un Groot peut passer de Baby Groot à adolescent Groot à ça pour arriver à la forme finale de Groot ensuite. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'il en est dans son évolution physique, la Groot. Je serais pas capable de dire normalement quel âge il est censé avoir. Parce que il y avait bébé Groot. Apparemment, je crois qu'ils disent dans le Holiday Special que c'est juste un gosse, etc. Enfin, qu'il est limite encore adolescent, hein. Et, bah, du coup, c'est pour moi la phase adolescente de Groot, c'était plus la phase qu'il y avait dans Avengers Infinity War et Endgame. C'est là, moi, que je le voyais adolescent. Alors qu'en fait, ça se trouve, il était peut-être juste enfant à l'époque, mais pour moi, c'était vraiment sa crise d'ado. Mais je crois que d'ailleurs, il me semble que c'est Rocket qui le dit, qui fait sa crise d'ado. Je le vois jeune adulte. Ouais, bah ouais, pareil. Mais bon, comment on peut arriver à l'évolution finale ensuite de la forme de Groot qu'on a connue dans Les Gardiens volume 1? Après, bon, bah c'est peut-être autre chose, hein. Le volume 3, c'est le film que tu as le temps le plus en 2023. Ah, sans aucun problème. Sans aucun problème. Il n'y a aucun autre film que j'attendrai plus en 2023 que Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Qui sortira, je pense, au mois d'avril ou au mois de mai. Ça devrait pas trop traîner, hein. En général, ils les sortent au mois de mai, les Gardiens de la Galaxie. Je sais pas si on a déjà la date. Il y a des chances qu'il y ait déjà la date de dévoiler. Mais, mais oui, 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 ça va être le film que je vais attendre le plus. Clairement. Il y a le Spider-Verse 2 quand même aussi. Oui, non mais alors après, il y a plein de bons films, voire de très bons films qui vont sortir au cours d'année. Mais si on me demande d'un point de vue subjectif, ça reste avant Spider-Verse 2, ça reste évidemment
ça reste évidemment les Gardiens de la Galaxie volume 3, quoi. Alors après, il y a Dune, il y a bah, même Avatar, hein, sera encore au cinéma au moins au janvier, en février, je pense. Parce que sortant mi-décembre, je l'imagine pas être à l'affiche en moins de 2 mois. Il y aura Top Gun Maverick, parce que Maverick, ça fait 14 ans. Ça fait littéralement 14 ans qu'il est à l'affiche. Je sais pas s'il y est encore là maintenant. On m'avait dit il y a pas si longtemps que ça qu'il y était encore dans 2-3 salles, donc ça m'étonnerait même pas que Top Gun Maverick soit encore au cinéma. En vrai, Yandu est mort, Gamora aussi. Pour moi, les prochains, Star-Lord, Drax et Rocket. Ah, mais là, il y aurait plus grand monde, hein. Ça veut dire que t'en fais quoi des autres après? Tu la laisses dans l'équipe, mais est-ce que tu peux survivre aux Gardiens de la Galaxie si dans l'équipe, t'as des anciens, t'as plus que Groot et Nebula et Mantis? Ce Kragling, c'est cool, mais enfin bon, on s'en fout un peu, quoi. J'attendais quand même une bande-annonce des Gardiens Volume 3 à la fin du Special Holiday. Ah, je suis pas sûr, très honnêtement. Mais alors là, je vais pas partir de ce principe-là, je vais partir de l'ensemble des specials. Je suis pas convaincu qu'un jour on ait un special qui nous tease un truc extraordinaire. Parce que je pense que Disney et Marvel, ils ont compris que les specials, ce sera regardé soit par les connaisseurs, soit par les fans des sujets en question. Et là, tu regardes, personne n'en parle. Enfin, je veux dire, c'est pourtant un sujet Marvel. On est à peine une centaine sur le live, hein, Lucas. Ce qui est très peu pour un sujet Marvel. Tu verras quand je ferai la tier list des personnages mardi, là, il y aura beaucoup plus de monde. Pareil, peut-être même demain, hein, pour le live spécial phase 4. Alors là, après, on est le dimanche. Bon, il y avait le match Espagne-Allemagne, donc forcément, c'était un peu plus compliqué à gérer. Mais moi, je pense que, c'est un truc qui est passé inaperçu. Tout comme Werewolf by Night. Werewolf by Night, c'est un projet qui est passé complètement inaperçu. Personne n'a parlé de Werewolf by Night. C'est terrible. Genre, la vidéo, elle a fait... je sais même pas si j'ai atteint 1000 vues sur la chaîne secondaire. Parce que c'est... Voilà, personne n'a regardé. Alors que, paradoxalement, Werewolf by Night est un des meilleurs projets qui a été fait chez Marvel depuis des années. Donc effectivement, tu vois, les specials, je sais qu'à mon avis, eux, ils misent ça sur du bonus. Et tu fais pas un teaser extraordinaire sur du bonus. Tu peux pas te permettre. Surtout que derrière, après, il y a tout ce qui est marketing, merchandising, il y a tout ce qui va être de l'ordre de la publicité. Et forcément, qui dit publicité dit aussi sponsors commerciaux, etc. Et donc, bah, balancer une bande-annonce, je te donne le meilleur exemple, c'est celui du Super Bowl. Balancer une bande-annonce, par exemple, au Super Bowl, ça demande énormément de thunes, mais ça vaut de l'or. Moi, j'espérais une post-générique qui tease ce que fait Gamora. Gamora, oui, oui, ça aurait été plus plausible. Une scène post-générique qui montre Gamora là où elle est actuellement, ça aurait pas teasé grand-chose pour la suite. Ça aurait pas été peut-être un lien avec les Gardiens 3, mais au moins ça aurait permis d'avoir quelque chose. Bon là, on a Groot qui fait l'arbre de Noël. Avec Cosmo, bon, c'est rigolo. On a l'introduction de Cosmo, qui est peut-être... Étant donné que c'est un personnage hyper important quand même si... on suppose que c'est comme Howard le Canard, les gens le connaissent sans le connaître, tu vois. C'est-à-dire, tu sais que dans l'univers Marvel, il y a Cosmo, il y a Howard le Canard, Howard the Duck, mais tu sais pas exactement ce qu'ils font. Je trouve que là, comment te dire, c'est assez faible l'introduction de Cosmo. Cosmo qui est déjà là, qui est déjà avec eux, qui est déjà bien dans le bain avec les protagonistes. J'aurais aimé, moi, voir la rencontre de Cosmo. Ou comment on en arrive à découvrir Cosmo, tu vois. C'est peut-être le seul truc... voilà, le seul petit point négatif que je pourrais dire sur le Holiday Special. Mais sinon, c'est exactement ce que ça mériterait de nous donner. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas mis, parce que je me suis quand même fait chier, je me suis quand même fait chier à le mettre le panneau avec les Gardiens de la Galaxie et les événements pour voir les nouveaux subs et les dons. Parce que je voulais le mettre, mais comme il y avait le nouveau décor, je voulais garder un petit peu de décor quand même. Mais là, on se retrouve plus avec le Holiday Special. Et puis, ce qui est rigolo, c'est de voir aussi, parce que je repense à la photo là de Drax et Mantis. Ce qui est marrant, c'est de voir la distinction qu'il y a entre les actions des personnages dans l'espace et les actions des personnages sur Terre. C'est-à-dire que pour eux, par exemple, tu as Mantis qui va dire à Drax ah non, 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 mais attends, on tue pas les gens, c'est pas bien, t'as pas le droit. Et Drax, il en a rien à foutre parce que bah, c'est Drax le Destructeur qui va arriver face à des flics qui sont là pour protéger Kevin Bacon et tout. Moi, je trouve ça trop fandard. Pareil pour Mantis qui va aller récupérer toute la thune de tous les mecs possibles et imaginables, et puis qui va même escroquer une nana qui veut lui vendre une carte des stars pour 40 balles. En vrai, c'est trop drôle, parce qu'ils ont aucune conscience des choses. C'est la première fois qu'ils arrivent sur Terre.
Et je trouve ça intéressant, moi, en fait, comment te dire, un, un court-métrage qui va aller plus loin que simplement l'hypothèse d'avoir les gardiens de la galaxie qui viennent sur Terre pour kidnapper Kevin Bacon, mais qui vont aussi découvrir la Terre. Parce que, à part la bataille finale, et c'était une de mes petites déceptions, ça, de pas voir vraiment Star-Lord à la fin du film d'Endgame ému d'être sur Terre. Parce que le vrai retour de Star-Lord sur Terre, c'est dans Endgame. Quand il revient pour aider tout le monde, etc., par les portails de Doctor Strange. Et c'est vrai qu'il a pas de scène, lui, il se retrouve ensuite à New Asgard, mais il a pas de scène où on le voit un peu ému d'être sur Terre, parce que putain, il se dit, ça fait longtemps que je suis pas venu. Donc, donc comme on n'a pas ça, bah, c'est bien que le Holiday Special montre un petit peu l'évolution des gardiens sur Terre avec les surprises, les trucs et tout. Ouais, je trouve ça rigolo. Et j'espère que si un jour Star-Lord a l'occasion de revenir sur Terre, on aura un truc un petit peu plus punchy, quoi. Cela semble un vrai chien, mais comment ils ont fait pour rendre vraiment expressif Cosmo? C'est génial, cela se voit qu'ils ont pris le temps et non à la ramasse. Ouais, complètement. Oui, je pense alors il y a des effets spéciaux, ça c'est sûr. Pour vis-à-vis de Cosmo, on a largement repéré des effets spéciaux, mais mais on voit aussi effectivement bah, un vrai chien, hein, des effets pratiques. Et ça te montre que voilà, encore une fois, c'est un projet qui a été complètement étudié de main de maître et qui a été réfléchi et c'est ce qu'on voulait quoi. Je pense que de toute façon, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais en vrai, c'est impossible aujourd'hui, quand tu parles de Marvel, de foirer un projet comme Les Gardiens. Parce que Les Gardiens, euh, ils ont un capital sympathique énorme. Ils ont l'avantage de ne pas avoir de loupé. Les Gardiens, c'est très bien. Les Gardiens 2, c'est très bien. Infinity War, ils étaient omniprésents à l'intérieur et c'était très bien. Endgame, un petit peu moins. On voit surtout Rocket. Bah, parce que de toute façon, c'est le seul qui a survécu avec Nebula. Donc, on voit surtout Rocket et Nebula. Derrière, on voit un petit peu les autres, donc ils sont moins présents, mais ils ont que du sans faute. Ce qui veut dire qu'ils peuvent pas se louper. Ils peuvent pas se louper, ils ont pas le droit à l'erreur. Et quand je regarde les Gardiens de la Galaxie et quand je regarde ce joyeuse fête, je me dis, c'est étudié, c'est programmé, c'est réfléchi et c'est travaillé pour comment dire, pour pouvoir être réussi. Et pour pouvoir offrir de la qualité. Parce qu'ils savent que sans ça, ils perdraient gros à décevoir les gens avec les gardiens. C'est impossible. C'est impossible parce que les gardiens de la galaxie, les gardiens de la galaxie, pardon, c'est un gage qualité justement qui est indispensable quand on parle de Marvel. Et il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Black Panther, je suis pas le plus grand fan de Black Panther ou Wakanda Forever. Je trouve qu'il y a quand même une marge par rapport au premier qui est énorme. Ant-Man, j'aime bien le premier, et il y a déjà beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Le deuxième est complètement dispensable. Iron Man, le premier est très bon, le troisième est un quasi chef-d'œuvre dans l'univers du super-héros. Le deuxième, je le trouve très 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 moyen. Thor, j'en parle même pas. Pour moi, Thor, il y a le 3 et le 4. Mais alors, les deux premiers, c'est assez catastrophique. Hulk, il est devenu lamentable. Donc, finalement, la seule proposition, entre guillemets, à la fois créative, mais aussi Marvel, mais aussi cinématographique, qui n'a jamais connu de défaut, c'est les gardiens. Et il faut les garder. Évidemment qu'il faut les garder. Captain, c'est du lourd. Captain America, ça dépend. Le premier Captain America est très très bon. Moi, le deuxième, j'aime pas. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est le plus réussi. Moi, le deuxième, je le trouve, mais c'est un, comment dire, un somnifère ambulant. Winter Soldier. Je suis vraiment pas fan de Winter Soldier. Alors, le troisième, Civil War, il est tellement décevant comparé à ce qu'on aurait pu avoir véritablement que j'ose même pas le compter. Et puis après, c'est tout. Donc, pareil, voilà, Captain America, certains n'aimeront pas le 3, d'autres aimeront pas le 2, il y en a même qui n'aiment pas le premier. Ça fait parler. Les gardiens, en général, c'est quand même très rare des gens qui vont vous dire les gardiens, c'est de la merde. En vrai de vrai, j'ai un peu peur de Quantumania qui nous détruise Kang. Non, ils vont faire attention avec Kang. Kang, moi, je suis hyper rassuré parce que Kang, c'est le prochain Thanos. Et quand tu vois la manière incroyable avec laquelle ils ont développé Thanos, qui était un très 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 bon méchant, alors le meilleur méchant du MCU, ça c'est sûr, mais un très bon méchant cinématographique aussi, hein, Thanos, il a quand même eu un impact énorme, sachant que Kang est censé être encore pire, et prendre la relève de Thanos sur du court moyen terme, dira-t-on, puisque on irait peut-être plus ensuite, pourquoi pas, vers Van Doom ou Galactus ou d'autres, mais Kang, ça va être plus qu'une transition.
Déjà, quand tu vois ce qu'ils ont fait de gore, alors je sais pas ce que t'avais pensé de Thor 4, Lucas, mais quand tu vois ce qu'ils ont fait de gore avec Christian Bale, moi sur les antagonistes, ou Killmonger, en vrai, ça va, je suis plutôt serein, moi. C'est la qualité filmique qui pose problème, mais développer un antagoniste, ils ont montré qu'ils savaient faire. Même Namor, je trouve que Namor, il est bien, c'est juste le personnage qui, pour moi, n'a pas de charisme. Comment ça va, mon Sisama? J'ai vu que le Sisama était là. Que de rebondissements encore hein, pour la Coupe du Monde. Que de rebondissements dans cette Coupe du Monde, c'est complètement fou. Hein. Le Maroc. Le Maroc qui était censé en foutre 3 à la Belgique, quand même, il me semble. Hein. C'est ouf. Moi, j'espère qu'ils vont bientôt nous mettre un Fatalis. Bah, moi, j'espère surtout qu'en fait, les 4 Fantastiques, ça va pas être un peu genre. Tu vois? Parce que on soupire hyper fort. Hein. Les Gardiens de la Galaxie. Les 4 Fantastiques, c'est une catastrophe. Hein. C'est le premier était plutôt distrayant, le deuxième était un peu moins bien, le reboot il s'est fait charcuter par les studios, ça ne servait plus à rien de le sortir. Là, bon bah on a eu Doctor Strange 2, on a vu ce que ça a donné. Quand bien même ça reste un Reed Richards d'un autre univers, c'est un peu la Scoomoon. Moi j'ai l'impression que c'est le chat noir un peu les 4 fantastiques. Une Coupe du Monde renversante. Ah franchement oui, il y a... non c'est oui, c'est quand même quali. Sur le plan sportif, c'est quand même assez sympa à regarder. Le seul truc que j'attends, c'est Blade avec le Seigneur Ali. Blade, oui, effectivement. Mais Blade, c'est pareil. Aujourd'hui, on a vu Werewolf by Night. Donc on se dit, eh, ils ont la capacité. Pourquoi pas, tu vois, ils ont les moyens d'aller chercher un peu plus loin. Par contre, derrière, putain, si c'est un truc éclaté à la Marvel, Blade, ça va être très dur. Parce que Blade, tu dis le Seigneur Ali, pour moi, il n'y a qu'un seul Blade pour l'instant déjà. C'est Wesley Snipes. Quand t'as Wesley Snipes qui joue Blade, c'est dur de passer derrière. J'adore Mahershala Ali, mais ce sera tellement dur pour lui d'aller au-delà de Wesley Snipes. Oula, attends, ce qu'ils vont faire des X-Men, là, ça fait peur. Les X-Men aussi, il va falloir voir comment ils vont les ramener, etc. Mais il y a plein de... Mais même si on part par là, mais regarde Toby et Andrew Garfield. Toby Maguire et Andrew Garfield, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'il y aura un jour un projet avec eux. C'est pas impossible de savoir si un jour il y aura un projet qui les ramènera. C'est statu quo total. Puis en plus là ça se redirige vers Sony. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais Namor apparemment, alors ça c'est étonnant, mais le personnage de Namor de Black Panther appartiendrait à, je crois, Universal. Donc Disney ne peut pas faire de film solo sur Namor puisqu'ils n'ont pas les droits de Namor. Moi je pensais que quand t'avais les droits de Marvel, t'avais les droits de tout Marvel, mais en fait non, ils ont pas les droits de Namor, donc ils peuvent pas faire de trucs sur Namor. Comme Hulk. Possible, oui, ça expliquerait qu'effectivement, il n'y ait pas eu de film solo avec Hulk. Même si, bon, vu l'évolution qu'a eu Hulk, je pense que c'est pas plus mal. Hulk, j'en peux plus, moi. Le Hulk de Mark Ruffalo, je peux pas. J'y arrive pas. Aussi, je me demande si Alice sait faire des arts martiaux. C'est assez important, je trouve, dans le personnage. Je veux pas voir cela en CGI, sauf si c'est bien fait. Alors, je pense qu'il y en aura, et je pense que un mec comme Mahershala Ali, qui a déjà un physique, ce sera pas un problème pour lui. Je pense que s'il doit y aller et apprendre les arts martiaux, il ira. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que c'est long. Hein. Hulk est mort pour moi depuis Avengers 2, voire Avengers 1. Ah, pour moi, Hulk, il meurt, dans l'ère d'Ultron. En même temps, je sais pas si j'en voudrais un sur Namor. C'est un bon antagoniste complexe, mais pas le héros d'un film. Non, mais ça peut être un très bon antagoniste principal d'un film, tu vois. Comme Black Panther là, sauf que c'est lui le personnage principal, mais qu'on va fouiller dans le côté antagoniste du perso. Mais encore que, ils l'ont montré comme un personnage qui était seulement à demi antagoniste. Parce que bah comment dire, putain comment c'est, des structures de pensée qui sont relativement nobles au final. Prêt pour Hugh Jackman pour Deadpool 3, ah bah ça ce serait bien, et ce sera bien. Ah très peur. Non, moi ça j'y crois. Je sais que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend et qu'en fait les deux sont en telle alchimie que pour Deadpool c'est hyper important de le rencontrer que ça j'ai pas trop de doutes. Et Daredevil Born Again qui sera sûrement le massacre du personnage. Ça dépend. Si c'est comme dans She-Hulk ou que ça suit la même trame que She-Hulk, oui. Si ça redevient un petit peu ce que c'était avant, faut voir. Faudra voir aussi au niveau du casting qui c'est qui ramène déjà. Nova peut-être dans le prochain film Gardien. Ah bah Nova oui, puisque de toute façon Nova, je crois qu'il fait partie des Gardiens aussi lui, hein, dans certains comics. Donc l'après, je vous dis, Drax, Rocket, Star-Lord, pour moi c'est surtout Drax et Star-Lord. L'après Drax et l'après Star-Lord, il est déjà en train de se fabriquer. Avec pourquoi pas Nova, Dame Warlock, etc. Hein.
A priori, pas de Karen Page dans Daredevil. Ah, c'est déjà dommage. C'est déjà dommage. Déjà pour Deborah Ann Woll, et puis c'est surtout dommage parce que le personnage était super. Surtout s'ils ramènent le Punisher ensuite, ce serait bizarre de pas l'avoir, quoi. Ils vont faire quoi? Ils vont nous dire qu'en fait, il a une autre assistante, une autre secrétaire, et puis on n'entendra jamais parler d'elle? C'est triste. C'est triste. Mais récupérer ça, de toute façon, de Netflix, c'était triste. Mais oui, moi j'ai trouvé ça hyper plaisant, ce Holiday Special, ce joyeuse fête, très féerique, beaucoup de beaux moments, beaucoup de moments très, très nostalgiques, très poétiques, très vibe de Noël, vraiment good vibe qui, voilà, bah, te donne envie de mettre, comme je l'ai fait aujourd'hui, hein, qui te donne envie de mettre tes décorations un petit peu plus tôt et de profiter de Noël et puis d'avoir un véritable bon moment. Je pense que c'est peut-être pas la plus grande proposition qu'on ait eue dans le MCU, mais c'est un vrai beau moment que tu peux partager en famille, que tu peux regarder seul, que tu peux partager avec les gardiens, parce que les gardiens, c'est un peu notre famille à nous, tu vois. Mais j'ai été très, très, très agréablement surpris parce que... Enfin, pas surpris parce que je m'en doutais connaissant James Gunn, mais il y a aussi l'ajout musical qui était vraiment percutant. Il y a la mise en abîme cinématographique, comme j'en ai parlé. Il y a beaucoup de choses qui sont assez riches dans le propos, au-delà de tout ça, aussi sur le visuel, sur le... Un petit côté Édouard de Main d'Argent, parfois, je trouve aussi. Un petit côté, un mélange entre Édouard de Main d'Argent, la course aux jouets. Je trouve que le moment où Drax et... comment? Le moment où Drax et Mantis courent après Kevin Bacon, il y a un peu un style Édouard de Main d'Argent, tu vois. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y avait un côté un peu Burton derrière, dans la manière de filmer, dans la manière dont c'est burlesque, mais en même temps, ça peut être un peu flippant, puis en même temps, c'est voulu très comique et très poétique. Moi, ça me parle, ça me plaît, quoi, hein. Tout le monde trouve son compte dans la MCU. Oh, non, parce que je pense qu'après, il y en a, quand c'est vraiment pas ta cam, c'est vraiment pas ta cam. Mais au moins, la phase 4, on pourra pas dire qu'elle a pas tenté, ouais. Alors après, est-ce qu'elle a réussi? Pour moi, la réponse est délicate, mais en tout cas, ils ont essayé. Il y a ce côté familial, ouais. Il y a le côté l'esprit de famille. On n'en a pas parlé, mais il y a un truc qui est hyper intéressant. C'est quand même l'intro et l'outro qui sont en dessin animé. Pourquoi pas après tout, mais ça peut aussi rapprocher à What If, tu vois, parce que c'était aussi en format animé, très dessin, très vraiment... Là, on n'est pas sur de l'anime 3D, hein, on est vraiment sur du dessin, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça m'a même rappelé, alors je le montre sans arrêt, hein, mais la manière dont c'est dessiné, et la manière dont on met en scène, dont on met en image les dessins, ça m'a rappelé Métal Hurlant. Qui est absolument phénoménal, hein, si vous ne l'avez pas vu, ça fait 10 000 fois que j'en parle. Il y aura sûrement une vidéo de Métal Hurlant avant la fin de mon histoire sur cette bonne vieille plateforme qu'on appelle YouTube, avant évidemment mes débuts sur TikTok et mes hot tubs, parce que ça c'est ce à quoi j'aspire, hein. Je vous le dis, si je vais aux États-Unis, c'est en grande partie pour faire des hot tubs et me lancer sur TikTok. Mais mais il y a un côté visuellement artistique en termes de créativité, original, audacieux et qui rappelle un petit peu Métal Hurlant sur certains aspects. C'est t'as l'impression de voir une comment dire euh, t'as l'impression de voir un visuel assez lent. Un dessin un peu à l'ancienne, mais en même temps qui reste vachement intéressant pour développer les personnages. Puis même le retour de Michael Rooker, parce que quand même, le Holiday Special, ça reste aussi le retour, même si c'est en flashback et en dessin, de Michael Rooker dans le rôle de Yondu, donc c'est super sympa. Coucou Val la Science, problème de voix ce soir. Alors j'ai pas chopé la crève, mais j'ai eu des petites... Le froid a énormément tapé là cette semaine, on commence à recailler de ouf. J'ai remis le chauffage qu'aujourd'hui parce que je vous dis à Royan on est vraiment passé de 22 à 10 en 5 jours. Et hier avec le froid et les autres jours avec le froid aussi, avec la salle et tout, possible que la gorge ait pris un peu, ouais. Puis là comme je parle en non-stop depuis 1 heure, ça joue aussi pas mal. Mais ouais, je sens que j'ai la voix qui part un peu en couille, c'était déjà le cas ce matin. Mais c'est dû au froid qui tape énormément là sur Royan. Il a trop chanté MC Guillaume, moi puis c'est chanté Matt Gomez aussi. Forcément, quand tu chantes Matt Gomez sans arrêt, voilà, pour tous ceux qui me suivent sur Twitch, évidemment, Matt Gomez est devenu une légende. Il y a rien qui me tue plus de rire. En vrai, le prochain live Twitch, les gars, il est mercredi. Attendez, tac, tac, tac. Il est mercredi, le prochain live Twitch. J'ai mercredi, jeudi, bah de toute façon, il y a que dimanche le 4 que je live pas. Je live du lundi au samedi, là, cette semaine. Mercredi,
Tous ceux qui sont habitués à me suivre sur Twitch, venez vraiment au début, quand je lance le live, le générique. J'ai mis Michael Bublé qui chante une chanson de Noël. Et j'ai laissé à la fin de la chanson de Noël le coup de feu avec Matt Gomez. En vrai, la transition, elle est extraordinaire. La transition, elle est complètement folle. T'entends une musique trop joviale et trop festive en mode Christmas Nation, et puis derrière, t'entends poum, trop de Kim que j'ai commis, je l'ai pas fait exprès. Ah ouais, non, mais c'est exceptionnel. C'est Matt Bublé, ouais, c'est Michael Gomez. C'est incroyable. C'est démentiel. Faudra juste que je termine par un petit Dylan Grosson. Mais non, oui, non, c'est un bol d'air frais. C'est un bol d'air frais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire du MCU, les Gardiens de la Galaxie resteront déjà un bol d'air frais. Tu live lundi et mardi. Ouais, mais sur YouTube. 21h30, 21h30. Alors, mardi, ça va finir tard. Lundi, ça devrait aller un peu mieux. Demain, on est en live sur la phase 4. Demain, on fait un grand live spécial phase 4 Marvel. Donc, on va revenir sur tout ce qui s'est fait dans le MCU pour la phase 4. Est-ce que c'est innovant ou décevant? On reviendra sur tous les films, toutes les séries. On fera un débat sur la phase 4. Donc, ça, c'est lundi. Et mardi, le gros truc, c'est la tier list de 75 personnages du MCU. On va parler de 75 personnages. Alors, on fera pas de la grosse analyse, hein, parce que 75 personnages, déjà, si je mets 3 minutes à parler de chacun, on en a pour 3 heures. Donc, forcément, ça va être long. Mais demain, on sera là sur la phase 4, sûrement pour un petit 21h30 minuit. Et puis, mardi, ce sera le live tier list, le live que vous attendez tous, évidemment, où on va se régaler. Tous ensemble, évidemment. Et puis après, mercredi, alors moi, ça va me faire kiffer aussi, mais mercredi, jeudi et samedi, on sera sur Maniteur. Dimanche, je suis en pause, et le lundi, alors là regardez le plaisir que j'ai à le dire, le lundi suivant, qui sera donc le lundi 5 ou 6, je crois, on aura un live l'après-midi pour finir Maniteur, et le soir, on entamera Callisto Protocol. Et ça, c'est... Ça, je vous cache pas que... Ça, je vous cache pas que c'est le plaisir. Non, je te le dis. Non, mais... Non, je te le dis. Et ça voudra dire que je serai à 6 jours d'aller voir Joey Badass en concert. Non, je te le dis. Non, ça aussi, c'est quand même très fort. Merci beaucoup, mon Gideon, pour le don. Merci beaucoup pour tes 2 dons ce soir, ça fait plaisir. Petit don qui fait toujours plaisir. Tu feras un interlude sur Wolf of Wall Street et The Revenant. J'aimerais beaucoup, mais c'est à toi de voir. Un interlude sur le Loup de Wall Street et The Revenant. Alors, The Revenant, j'avais fait une critique dessus. C'était il y a longtemps. À l'époque, j'avais une tête de con, une coiffure de con. Je devais faire 20 kilos de moins que ce que je fais maintenant. Ça va être dur à regarder, je pense. Mais j'ai fait une critique dessus. Si tu ne l'as pas vu, au moins ça te donnera un avis de l'avis à chaud que j'ai eu, parce que je suis allé le voir 3 fois, hein, The Revenant. C'est un film que j'adore, que j'ai en steelbook. Bah pareil pour... Enfin, le Loup de Wall Street, c'est une version qui est encore un peu plus sympa. Hein. C'est celle-là que peut-être beaucoup de gens ont parmi vous, qui était dispo notamment au Black Friday l'année dernière. Je sais pas si elle était dispo cette année, mais c'est une très belle édition. Alors, il y a le 4K, le Blu-ray, le DVD dans cette édition-là du Loup de Wall Street, qui est un de mes films fétiches aussi, forcément. Comme tout à chacun, je pense, hein, parce que c'est un film qui est remarquable. Que vous pouvez trouver vraiment pour pas cher, hein, même à la Fnac ou autre. Cette édition-là, en bouquin, se vend encore. Et c'est super. Alors, un interlude. Si je devais faire un interlude sur l'un des deux, je ferais plus The Revenant. C'est un film qui m'a plus parlé. Le Loup de Wall Street, c'est sûr que j'y reviendrai un jour, même que ce soit en live ou autre chose, ou peut-être pendant un live sur Scorsese. Et encore, c'est possible que j'en fasse un interlude aussi. Ça dépendrait en fait de mon planning de l'année 2023, puisque en général, les interludes, j'essaie de les prévoir longtemps en avance. Comme il y en a que 1 ou 2 par mois, j'essaie de faire une petite liste de tout ce que j'aimerais parler dans l'année. The Revenant, c'est possible. The Revenant, c'est clairement pas plus possible, mais c'est ouais, clairement tangible, parce que c'est un film qui m'a bouleversé. Je trouve que The Revenant est un film extraordinaire. Donc oui, c'est possible. Clairement, Joey Badass passe où il passe à Paris. Alors c'est une petite salle, c'est l'Élysée-Montmartre. Tu regardes la série mercredi. Comment ça va, Guillaume? La série mercredi, alors j'en ai entendu du positif et du très moyen.
Je suis un peu étonné, moi j'en ai entendu du bien et du pas bien, c'est très disparate. J'ai pas eu le temps pour l'instant, j'aimerais bien regarder mercredi parce que j'avoue que bah, c'est une série qui m'intéresse. Moi j'aime beaucoup les films de la famille Adams. C'est Tim Burton qui reprend ça avec peut-être un côté plus glauque, donc il faudrait que j'essaie de m'y mettre, ouais, pourquoi pas. Je sais pas combien il y a d'épisodes, il faudrait pas qu'il y en ait trop parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais ouais, il y a moyen que je regarde et que je me chauffe à pourquoi pas vous en faire une petite critique avec un certain plaisir, ouais. De mercredi, si j'ai le temps pendant le mois de décembre. Je cherchais en plus une vidéo à faire pour le mois de décembre en rap, ça pourrait être mercredi si ça vous intéresse. Beaucoup de gens me posent la question, donc ça pourrait être, oui, ça pourrait être quelque chose. Ça pourrait être quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. J'avais parlé de The Revenant. Oui, que je sais pas si l'Élysée Montmartre, c'est une grande salle, Olive. Je crois que l'Élysée Montmartre, apparemment, c'est 1300 places de ce qu'on m'a dit sur Twitch, alors que, par exemple, Bercy, c'était 20 000. Donc, a priori, ce serait en petit comité. Là où je suis trop heureux, c'est que la place, bon, je la trouve pas si chère que ça. Ça a été bah, le prix de ma revente de ma Nintendo Switch, en fait. Ça faisait longtemps que je voulais m'en débarrasser de la Switch, j'ai réussi à la revendre pour un petit peu plus que le prix de la place en plus, donc c'est que du bonheur. Mais du coup, j'ai un meet and greet, ce qui veut dire que je vais pouvoir prendre une photo et rencontrer Joey Badass. Et pouvoir discuter et poser des questions à Joey Badass. Et si on m'avait dit un jour, si on m'avait dit genre, à mon moi d'il y a 2 ou 3 ans, qui regarde Mister Robot, et qui se dit putain, il y a Joey Badass dans Mister Robot, mais c'est incroyable, c'est un de mes rappeurs préférés all time. Parce que Joey Badass est peut-être un de mes 5 ou 6 rappeurs, artistes préférés US all time. Si on m'avait dit, bah t'inquiète, dans 3 ans, tu vas le rencontrer, et en plus, tu pourras lui parler de Mister Robot et tu vas le voir en concert. Là, musicalement, là, de novembre-décembre, j'aurais vécu ma meilleure vie. Entre Kendrick et Joey Badass, franchement, je vois même pas qui je pourrais voir que j'ai pas vu. Dans le côté possible. Parce que je veux dire, j'aimerais bien voir Dr. Dre, mais c'est un peu plus compliqué. Matt Gomez, mais ça faudrait que j'aille en Cracovie. Ou que j'essaie de voir avec Gilbert Furman, son manager. Enfin, son agent, hein, c'est plus qu'un manager, c'est un agent, c'est même un ami. Mais ouais, non, là, c'est vrai que globalement, dans la case des artistes hip-hop, Eminem, je l'ai déjà vu. Eminem, j'ai eu l'occasion de le voir sur un coup de tête. Alors là, par contre, là, true story. Hein. 400 balles la place. Hein. Je crois que c'était à 300 ou 400 balles. C'était la veille du concert. Il restait encore quelques places à l'Hollywood Bowl pour le concert avec Rihanna en 2014. Et j'ai pris ça hyper tard. Et je vois une place et je me dis, ah putain, ça devait être, je te dis, c'était 300 ou 400 balles ou une connerie comme ça. En dollars. Alors à l'époque, l'euro valait bien cher. Donc j'avais dû payer 200 euros pour 320 ou 330 dollars. Parce que l'euro, c'était quasiment 1,7 ou 1,8 dollars à l'époque. Hein. Donc tu te mettais bien de ouf quand t'étais européen à cette époque-là. Là aujourd'hui ça vaut plus rien, mais putain à l'époque c'était incroyable. Et Eminem j'ai vu, 50 Cent j'ai vu, Rihanna j'ai vu, les Pharcyde j'ai vu. Là je vais voir Joey, j'aurais vu Kendrick. En vrai c'est incroyable. Et il joue dans Power aussi, Joey Badass, ouais, il joue dans un des spin-offs de Power. Donc c'est super. C'est super, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que ça va être un vrai bon moment et puis bah il y a Roawin hein, qui est voilà, ça va devenir la collègue des concerts maintenant Roawin. Ça veut dire la collecte concert en mode il y a un concert sur Paris, ça nous chauffe, on a juste à s'envoyer 3 messages, on est bah vas-y allez let's go, tant pis. Pff, zéro mental, c'est trop soir, allez vas-y on y va, tant pis. Puis l'album de Joey Badass, si vous pouvez écouter, l'album il s'appelle 2000, il est sorti cette année. C'est la suite directe de son album qu'il avait sorti en 2012 qui s'appelait 1999. Il est pas trop au point au niveau des dates, hein, lui, il essaie de nous faire chier, mais en tout cas c'est la suite directe de 99 et c'est royal quoi. T'écoutes ça, c'est un hommage pur. Olive, t'aimerais tellement. Olive, en vrai, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Et si Sama, si t'es encore là, s'il vous plaît, un ticket restaurant, c'est le mec. Non, franchement, si vous avez l'occasion d'écouter l'album 99 de Joey Badass et ensuite d'enchaîner sur l'album 2000, même à la rigueur de commencer sur l'album 2000, parce que putain, c'est un tel hommage au hip-hop des années 90, il y a des prods de DJ Premier, c'est incroyable, putain diable. C'est incroyable, putain diable. Et après, mettez-le moi sur Discord ce que vous en avez pensé. Commencez à la rigueur par l'album 2000. Parce que 99, ça se trouve, vous avez déjà entendu 2-3 sons. Parce que c'est son premier album et c'est avec ça qu'il a explosé avant All American Badass. Mais c'est fou. Il faudrait dans les Gardiens de la Galaxie qu'ils me mettent un Joey Badass. Un putain de croyable. Incroyable, putain de diable. Non mais le mec, incroyable, putain de diable. Incroyable, putain de diable.
Mais non, mais franchement, je te le dis, je préfère te le dire, mais c'est énorme. Donc, essayez de l'écouter. Le premier, le deuxième dure 50 minutes, le premier 1 heure, je crois. Ça voudra pas sur une semaine, à mon avis, vous aurez le temps. Et je suis très curieux d'avoir votre avis. Alors surtout toi, Olive, parce que toi, je sais que t'adores le hip-hop des années 90. Et puis parce que je te préfère à Sisama aussi, disons les choses... c'est le gros fils de pute, disons les choses comme elles sont aussi. Hein, voilà, faut dire qu'entre les deux, genre, j'ai un favori qui est indiscutable. Mais non, en vrai, ouais, écoute, je sais que vous êtes des gros amateurs de hip-hop. Et alors peut-être d'autres dans le chat, évidemment. Tous les autres qui sont présents dans le chat, si vous aimez le hip-hop, je vous conseille d'écouter ces albums. Mais c'est que Sisama et Olive sont des, euh, sont des gens que je connais depuis un petit moment maintenant, l'air de rien, et puis qui sont réguliers sur Twitch, donc je sais que j'ai l'occasion en talk d'en parler assez régulièrement, sur Discord pareil, donc... mais voilà, c'était bien cool. Bon, est-ce que ce petit live spécial gardien vous a plu? J'ai plus de voix, hein. Je vais cut, parce que là, vraiment, je suis là, je vais terminer comme ça, putain. Je vais faire de la SMR, ce sera même pas l'idéal à la base. Ce sera pas voulu. C'est juste, je peux plus là. Faut que t'ailles prendre un strepsil. Ah ouais, putain, un bon strepsil menthe glacial là, avec un petit peu de sirop. Un truc parfait. En plus, je tousse même pas, hein. C'est juste que je sens que ma gorge, elle a pris un iceberg, quoi, tu vois, avec la froidure là de la semaine. Je suis pas, je suis même quasiment pas enrhumé, hein. Et pareil là, c'est chaud, mais bah alors si tu as froid, tu peux prendre ma doudoune, hein. Ouais, attends, c'est qui l'a oublié dans la bagnole, Lucas? C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Mais tu passes quand tu veux, hein, cette semaine, hein, Lucas. Moi, de toute façon, là, je bosse. Je suis là ce soir en live, tu peux passer, mais je commence qu'à 21h30, tu peux passer le soir. Et là, je bosse toute la semaine sur ma vidéo sur Collision. Donc, la froidure. Non, ça se dit pas, mais c'était Michael Cal Jr. C'est Junior qui dit ça dans ma famille d'abord. Donc, du coup, moi, ça me fait marrer. Donc, depuis, j'appelle ça la froidure. Mais, mais, euh, mais tu peux passer quand tu veux dans la semaine, hein, Lucas, si tu veux la récupérer. Parce que je passerai sûrement pas à Sojon au basket, a priori. Ah, quoi que je peux peut-être essayer d'y passer demain. Bon, je t'enverrai un message, de toute façon, elle est pas perdue. Elle est pas perdue. En tout cas, ouais, j'espère que ce live vous a plu. C'était grave cool. Alors, c'est vrai que c'était rapide. Au final, le live aura duré 1h20, mais avec une grosse demi-heure de hors-sujet. Mais d'un autre côté, bon, il n'y a pas non plus 1500 choses à dire. La seule chose sur laquelle j'aimerais terminer, c'est que... Et c'est important pour tous ceux qui, voilà, sont... Ouais, mais Thor, tu comprends, Ragnarok, Love and Thunder, c'est pas bien parce que c'est pas le Thor qu'on a envie de voir, c'est pas le Thor des comics, etc. Je sais pas si Mantis, dans les comics, c'est la vraie sœur de Star-Lord. J'en sais rien. Ça me paraîtrait bizarre, comme ça pourrait me paraître tangible et légitime. Et ben, je vais vous dire un truc, j'ai pris encore plus conscience avec le Holiday Special des Gardiens que je m'en tape. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le résultat. Quand t'as de l'émotion, quand t'as de l'affect, quand t'as une alchimie entre deux comédiens, entre deux personnages, quand tu vois qu'ils se donnent quelque chose, qu'ils tirent le meilleur d'eux-mêmes, que ça donne des sections hyper émouvantes, hyper puissantes, hyper passionnées, que ce soit vrai ou pas vrai, ou que ce soit Kevin Feige qui ait sorti ça de son chapeau, je m'en fous tant que c'est bien fait. Donc moi, Love and Thunder, je continue à le défendre parce que j'ai adoré. Que ce soit pas le Thor conventionnel, je m'en fous tant que c'est bien fait. Ragnarok, j'ai adoré, je m'en fous tant que c'est bien fait. Parce que je me dis, bon bah voilà, moi je trouve que c'est réussi. Non mais même Chris Hemsworth ne veut plus de ce Thor-là. Oui, mais après il a son opinion, il peut en avoir peut-être un petit peu marre. Moi je vous le dis, c'est vrai que si le prochain Thor, on revenait sur un truc hyper sérieux, en mode Ragnarok, God of War, etc., sur un truc guerre de légende, avec grand plaisir. Je serais hyper content de le voir. Parce que de toute façon, maintenant, Thor, il a été ultra développé. Donc qu'il redevienne un petit peu plus brutal, on sait qu'il aura toujours un peu d'humour, mais il a été bien développé pour moi. Donc c'est très bien. Maintenant, de mon point de vue, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de Thor, notamment sa relation avec la petite fille, et j'aime beaucoup le traitement qu'il y a eu dans Love and Thunder, comment dire, et Ragnarok. Et moi je suis entièrement d'accord, je salue la créature de ces morts du 56, beau pseudo,
au demeurant. Mais moi, Thor, j'adore ça, j'adore la version de Thor de Love and Thunder. Love and Thunder s'est pris une tollée, un torrent de merde sur la tronche, injustifié. Waititi s'est pris un torrent de merde sur la tronche, alors qu'aujourd'hui on est même en mode oh lol, quand il fait... Enfin, je le dis sans arrêt, ça, mais parce que c'est vraiment l'exemple, la goutte d'eau, mais oh là là, il a fait une pub où il a transformé Daniel Craig en danseur sur une musique de merde. Oh là 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 là, vous vous rendez compte quand il va faire Star Wars? Eh mais les gars, putain. Enfin, je veux dire, vous commencez déjà à râler pour des choses qui sont même pas encore arrivées. Stop, quoi. J'aimerais beaucoup qu'il mette l'accent sur sa relation avec sa fille dans la suite. Bah, je pense que ce sera fait, hein, sinon il l'aurait pas mis. Hein. Infinity War, Gardien x2, Thor 3-4. Alors pour moi, c'est Gardien x2, Infinity War, Thor 3-4. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, c'est tous mes préférés. Hein. Je veux dire, Infinity War, les Gardiens 1 et 2, Thor 3 et 4. Alors c'est pas vraiment la fille de Thor, c'est la fille de Gore. Qu'il a récupérée de Gore au moment où Gore lui demande de prendre soin d'elle. À la fin du film. Tu peux rajouter Black Panther et puis... moi j'ai bien aimé les Éternels avec leur recul. Je trouve que les Éternels c'est quand même vachement intelligent. En vrai, quand on va parler de la phase 4 demain, ce sera compliqué de trouver un film meilleur que les Éternels. Hein. Honnêtement, dans la phase 4... Après, même si j'aime beaucoup les 3 et 4, je peux comprendre la frustration vis-à-vis du Thor du 1, beaucoup plus noble et logique par rapport à un Thor plus mythologique. Ouais, oui, c'est vrai que ce qui est peut-être un peu dommage à Anaklusmos, surtout pour un film qui s'appelait Ragnarok à la base, c'est de pas avoir réussi à assimiler les deux. C'est-à-dire que peut-être que le 3 et le 4 de Thor auraient dû être un petit peu plus dans l'esprit du 1, mais en même temps en gardant ce côté décalé et pas être brutal d'office d'un coup, tu vois. Même dans le scénario, par exemple. C'est dommage de pas avoir vu Gore tuer des dieux, sachant que c'est le boucher des dieux, tu vois, dans le 4. Donc ça, je peux comprendre la frustration. Je trouve que par contre, refuser, je parle pas pour toi pour le coup là, Anaclus Mossa, mais refuser ostensiblement de ne pas voir les qualités du film qui sont pourtant bien là, et en plus de critiquer Waititi sur des films qu'il a même pas encore, ne serait-ce que je pense, écrit. Voilà. Perso, j'ai adoré Wakanda Forever. Wakanda Forever, j'ai eu du mal. Wakanda Forever, plus j'y pense, moins je l'aime. Je l'aimais déjà pas beaucoup quand je suis sorti parce que je m'étais fait chier comme un rat mort, malgré toutes les qualités qu'il a. Hein. J'ai publié la vidéo sur. J'ai publié la vidéo, si vous voulez, sur la chaîne secondaire, de ma critique de Wakanda Forever. Ouais, ouais, je lui trouve des tas de qualités, mais en fait, c'est vrai que je me suis royalement fait chier, quoi. C'est un peu. Je trouve que c'est un peu dommage, c'est un peu avorté. Black Adam, ah bah Black Adam c'est nul à chier aussi, mais Black Adam c'est d'ici. Mais Black Adam pour moi, il est pas loin d'être flop 1. Hein. Il y aura 2 lives aussi au mois de décembre YouTube. Mes top et mes flop films, mes top et mes flop séries. Et ce sera très sympa je pense. Ou alors je fais juste top et flop. Oh, non je pense que je ferai seulement en 2 lives. Parce que faire 4 lives sur top plus flop plus si... non je vais faire top et flop film, top et flop série. Je vais pas diviser top, top, flop, flop. Mais on en parlera, mais Black Adam, je me demande que en vrai... C'est vrai que Taika sur Mando, c'était efficace. Taika Waititi sur Mandalorian, c'était très bien. Mais Taika Waititi dans Jojo Rabbit, c'était exceptionnel. Taika Waititi sur Thor Ragnarok, tout le monde se tripotait sur Thor Ragnarok. Au début. Donc bon. Thor 4 et Eternal, c'est largement meilleur que No Way Home et Doctor Strange 2. D'autres vont dire le contraire, malheureusement. Amen. Amen. Je peux pas dire mieux, évidemment. Mais voilà, oui, évidemment. Sur la structure scénaristique, sur la cinématographie, sur le potentiel, sur l'idée, sur la réflexion, sur le développement de personnages. Et oui, évidemment. Je suis tellement d'accord que No Way Home et Doctor Strange 2, ou No Way Home, il y a la nostalgie et il y a un vrai bon moment à regarder, mais filmiquement, il y a rien, c'est nul. Et puis c'est même pas cohérent dans le multivers en plus. Et puis Doctor Strange 2, quelle carotte. Doctor Strange 2, quelle carotte. Alors lui aussi, il sera dans les flops. Hein. Quel enfer. Comment on peut appeler ça Multiverse of Madness et échouer à ce point-là le multivers, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, moi Doctor Strange 2, j'ai du mal avec ce film parce que... tout ça pour ça, quoi. Malgré les qualités qu'il a, notamment, là, pour le coup, dans la réalisation, la mise en scène, et tout ce qu'a réussi à donner Sam Raimi. Hein.
No Way Home est une fraude, je le dis depuis longtemps. No Way Home, en vrai, j'ai acheté le steelbook. Je passerai jamais un mauvais moment devant No Way Home. Revoir Toby, revoir Andrew, Tom Holland qui devient enfin un Peter Parker intéressant. Il l'était déjà avec Tony Stark, mais c'était surtout parce que Tony Stark, parce que rappelons quand même que Iron Man est, après Star-Lord, le meilleur personnage de l'histoire de Marvel. Euh, le, 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 L'idée de revoir les antagonistes. En fait, c'est vrai qu'il y a de vraies bonnes choses il y a de vraies bonnes choses comment dire, dans le No Way Home en termes de nostalgie et de pompe aortique. Maintenant, en termes de film, en termes de cinéma, en termes d'apport et de cohérence du multivers et de facilité créative, c'est nul. Enfin, c'est vrai que c'est 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 triste, triste. Il y a deux beaux plans dans le film, quoi. Doctor Strange, il est moins bon que The Eternal, mais largement meilleur qu'un No Way Home. Oui, oui, si, objectivement, oui, quand même. C'est bien mis en scène, réalisé, Wanda est Oui, si, oui, objectivement, oui, si, je suis d'accord. Même si je trouve que Doctor Strange 2 est une fraude vis-à-vis du multivers, au moins il n'est pas incohérent dans multivers. Et puis il tombe pas dans le fanservice, parce que si tu mets pas le fanservice dans No Way Home, alors il n'y a plus rien. Donc oui, je suis d'accord, mais c'est pour te dire le niveau de No Way Home véridique. Quand tu pars pas du principe de se dire, bon bah voilà, No Way Home, t'es content de revoir un tel ou un tel. Et pourtant, ma critique était positive, parce que c'est toujours un film dont je prendrais un plaisir fou à regarder. C'est ça qui est terrible en fait, c'est ça qui est hyper étonnant. C'est que je me dis, comment c'est possible que tu saches à quel point, c'est peut-être ça un plaisir coupable, hein, c'est pas incroyable ce que tu regardes, mais au final, No Way Home, ouais, Toby, Andrew, machin, il y a des tas de défauts, des trucs qui sont éclatés, mais bah tu passes un bon moment, quoi, parce que c'est vrai que c'était un truc que tu rêvais de voir. Voilà, ça parle à ton cœur de gosse. J'ai chopé d'ailleurs pour 27 euros au lieu de 40 ou 50 la trilogie de Sam Raimi en 4K. Je suis content. Sur les fins de Black Friday. J'ai réussi à choper la trilogie de Sam Raimi en 4K, Spider-Man 1, 2, 3, pour 27 euros. Je crois que c'était au lieu de 39 ou 49. Donc plutôt pas mal. Surtout que je les avais pas. Chose assez étonnante. J'ai fait une liste de tous les films que j'ai pas, où je me suis moi-même étonné de me dire putain, tiens, ça je l'ai pas, c'est bizarre. Bizarre, comme dirait Thierry Henry. Mais ça revient bien là. No Way Home, j'ai franchement passé un bon moment devant. Pareil, il était perfectible, mais le kiff était là. Oui, voilà, oui, c'est vraiment du kiff. Hein. C'est vraiment du kiff, mais par contre, cinématographiquement, c'est mauvais. Quand tu regardes, je vais poser la question parce qu'on va rester plus ou moins dans le sujet avant de conclure le live, hein, puisque évidemment on parle des gardiens. Pour vous dans le chat, cinématographiquement parlant, c'est-à-dire dans la mise en scène, dans l'ambiance, dans le visuel, dans la photographie, dans la mise en scène, la créativité, alors là, ce qui fait d'un film un vrai film de cinéma. Quel est le meilleur film Marvel selon vous? Juste de ce point de vue-là. Pas forcément en termes de développement de personnages ou autre. Là, on parle cinématographie. Parce que j'imagine tous les bobos. Il a dit cinématographie et Marvel, mais le mec est un bougre. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais putain. Voilà. Et moi, c'est Godard. Ok, merde. J'ai tellement de flashbacks de mon époque à l'île 3 qui reviennent en une phrase. Spider-Verse, ouais, oui, mais Spider-Verse, c'est pas dans le MCU, donc c'est compliqué. En soi, oui, le Spider-Verse, c'est génial, mais c'est pas le MCU. Iron Man 3, merci. Oui, du coup, ça m'étonne pas. Infinity War, Iron Man Endgame. Mais je suis étonné de voir que finalement, dans l'ensemble des gens qui est ici, il n'y a que deux personnes qui aient la bonne réponse. C'est Edouard et mon papy douceur. Avec évidemment les gardiens de la galaxie. Les gardiens de la galaxie. Voilà, bah oui, bien sûr, les gardiens de la galaxie. Bah oui, voilà, c'est les gardiens de la galaxie, hein, la meilleure proposition visuelle et artistique. C'est dit dans mon objectivité que je qualifierais de légendaire, qui me force aujourd'hui carrément à mettre des t-shirts de Star-Lord. Mais non, en vrai, pour moi, cinématographiquement parlant, c'est-à-dire si tu considères juste fondamentalement l'aspect cinéma, il y en a trois qui sortent du lot, vraiment par rapport aux autres. C'est Les Gardiens de la Galaxie volume 1, Les Éternels, quand
quand même, si tu parles de cinéma, quand même, et Iron Man 3. Iron Man 3, qui est tellement sous-estimé parce qu'il est vieux et parce qu'il a été assez décrié. Iron Man 3, je vais vous dire un truc, hein. Tous les cinéphiles qui considèrent que, globalement, les gens qui aiment Marvel sont des faquins ou des teubés ou des gens qui n'aiment pas le cinéma, Iron Man 3 est régulièrement l'un des rares films qui est défendu par ces gens-là. Pour en avoir parlé à beaucoup, etc., et pour avoir eu pas mal de conversations avec des gens qui détestent... Alors là, c'est pour la vanne sur les faquins, évidemment, mais pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui détestent Marvel ou qui peuvent détester le MCU, Iron Man 3, c'est vraiment l'un des seuls où la plupart du temps, ils se disent « Non, en vrai, Iron Man 3, Shane Black, il y a un vrai truc. » Iron Man 3, cinématographiquement, c'est très très fort. Dans le développement d'Iron Man, c'est très très fort. Dans tout ce que ça propose sur le personnage et même sur le contre-pied du mandarin, etc., c'est très très fort. Et tu mets ça avec, pour moi, les Gardiens de la Galaxie et les Éternels. Genre Dirty Tommy. Non, non, je parle de... Non, je parle de gens qui connaissent le cinéma. Non, non, je pense, je veux dire, par exemple, je sais que sur Twitter, j'en avais parlé à quelques personnes où je sais que Marvel, c'est pas leur cam du tout de base. Mais des personnes avec qui j'aime bien dialoguer de temps en temps parce que c'est des gens où tu vois qu'il y a une vraie connaissance, une vraie culture cinéma, et il y en a beaucoup qui étaient contents quand j'avais publié un tweet sur Iron Man 3 de dire ah bah oui bah tu vois moi de tout le MCU je suis pas fan de Marvel mais pour le coup celui-là je lui donne vraiment des qualités parce qu'Iron Man 3 c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Donc voilà, je pense que même pour au-delà des vannes, même pour les gens qui n'apprécient pas trop Marvel, la proposition cinématographique de Iron Man 3 a quand même mis beaucoup de gens d'accord. Et bizarrement, c'est les pros, très très pro Marvel, qui ont plus râlé contre Iron Man 3, notamment sur l'utilisation du mandarin, sur la manière dont il a été développé, que moi je trouvais pourtant intéressante, et sur ce que ça donnait en tant que Marvel. C'est un peu la même chose pour Love and Thunder et Ragnarok, j'ai l'impression. Les gens qui veulent plus chercher une originalité cinématographique, ils vont adorer ces films-là. Les gens qui sont très 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 pro-Marvel et respectueux de l'univers Marvel, ils ont un peu plus de mal. Bon bah Iron Man 3, c'est pareil. C'est des prises de risques. Ça se retrouve assez régulièrement dans ces films-là. Les Gardiens de la Galaxie, après, bon bah, je pense que ça a plu à peu près tout le monde. J'ai jamais... alors après... Non, j'ai jamais entendu particulièrement... comment dire, j'ai jamais entendu particulièrement de critiques négatives des gardiens. Un petit peu du 2 dans le deuxième, mais après Shane Black, toujours au firmament, suffit de voir le niveau de chef-d'œuvre comme The Predator. Non, j'espère que c'est. Je pense, connaissant Naclusmos, que c'est peut-être pas une vanne et c'est ce qui me fait le plus peur, mais. Mais Olive, il parlait pas de The Predator, il parlait de T-Predator. Il y a un petit accent, c'est parce qu'il a vu que j'avais pris un thé vert. Peut-être un petit breuvage qu'il a à me conseiller. Puis donner dans Iron Man 3 est fantastique. Bon, comme d'habitude, au final, hier, j'ai eu C'était hier ou c'était... Non, c'était hier ou c'était dans la journée? Dans la journée, j'ai eu le malheur de me refaire la fin d'Infinity War et la fin de Endgame. Le moment où Peter Parker, il meurt dans les bras de Spider-Man, il est infâme. Il est infâme. Alors, autant la mort d'Iron Man... Elle est dure. Si t'as été un gros fan d'Iron Man, forcément, la mort d'Iron Man, elle est dure. Mais le mec, il a tellement la classe, genre jusqu'au bout, que je me disais, ils auraient pu limite en faire un petit peu plus dans le mélo, tu vois. Mais alors, la mort de Peter Parker, bah, la mort avant qu'il revienne, hein, mais à la fin d'Infinity War... C'est le pire. C'est le pire du pire du pire. Parce que autant tu les vois tous passer les uns après les autres, moi je me rappellerai toujours, hein, quand j'ai vu qu'il avait gagné Thanos, je sais pas si on a tous été comme ça, mais je vois Bucky qui meurt, j'étais trop content. Pas parce que Bucky meurt, mais parce que je me dis, putain, les bâtards, ils ont eu les couilles de le faire en fait. Genre vraiment, Thanos, il a niqué le game, ils vont tous crever les uns après les autres, c'est incroyable. Donc en fait, j'étais vraiment, putain, c'est super, là, il va y avoir du sang, là, des larmes, là, de la douille, là. Moi, j'aime bien quand il y a du... J'aime bien quand tu sens que ça douille un peu, tu vois. Voilà, quand tu sens qu'il y a du malheur. Moi, j'aime bien quand c'est le mec un peu chelou. Mais ça, c'est trop cool. Et puis après, tu fais, ah la vache, jusqu'où ça va aller, tu vois. Et là, tu te dis, ouais, d'accord, donc Black Panther. Et là, tu retombes tout de suite, parce que t'es en mode, ah ouais. Ouais, mais alors attends, parce que là, du coup, ça devient chiant, c'est Black Panther, c'est un peu relou.
Et là, t'as Groot. Et alors là, moi, déjà, j'étais... Ah, putain. Tu sais, tu commences à avoir chaud, là, après. Ah ouais, Groot. Ouais, mais non, les mecs, ça commence à être un peu tendu, là, les frérots. Si on pouvait peut-être un petit peu, à un moment donné... Parce que là, ça devient dur. Puis alors, après, la fin, c'est une catastrophe. Après, ils se débarrassent des 2-3 où tu t'en bats un peu les couilles, genre le faucon et tout. Puis là, quand t'arrives... Moi, j'étais comme as. Quand Groot et tout, machin, ils arrivent, je suis comme as. Je me dis... Bon, Mantis, elle est morte. Tu sais, je suis passé de stress émotionnel, mais Mantis, elle est morte. Allez, peut-être Star-Lord, du coup, il va survivre. Drax, il est mort. Oh, ça va, ils vont pas tuer tous les gardiens. Et là, le moment où Star-Lord, il meurt, j'ai fait... Putain. Là, c'était... Là, et puis alors, Tom Holland, ça m'a terminé. Tom Holland, ça m'a terminé. Parce que Star-Lord, j'avais le seum, je me suis dit, ah, nique sa mère, vas-y, non. Je savais qu'il allait revenir, c'est sûr, mais tu vois, je me dis, putain, on le verra moins dans le 4ème. Et j'étais dégoûté, parce que je me dis, mais ils sont tous morts. Vous les avez tous butés, les gardiens. Et vous avez pas fait 1 sur 2, là, il y a 4 sur 5 de morts. Alors, on se retrouve, il reste Nebula. Bon, je me bats un peu les couilles, moi, de Nebula. Et Rocket. Bon, Rocket, c'est bien. Mais c'était quand même dur, tu vois. Et derrière, t'arrives et tu te dis, ouais, mais... Bon... Ouais, voilà, c'est choquant de ouf. Et puis t'arrives sur Tom Holland, ah ouais, le Monsieur Stark, je me sens pas très bien, tu sais, avec la petite voix. Puis alors moi, c'est ma phobie, en fait. Mais vous le savez, hein, moi, pendant longtemps, ma phobie, c'était la peur de la mort. Et en vrai, il y a rien, moi, qui me traumatise le plus que, comment dire, il y a rien qui va plus me traumatiser, tu vois, que de voir un quelqu'un qui va jouer quelqu'un en train de mourir et qui le sait et qui le sent. Ouais, de voir venir la mort, ouais. Comme si t'étais en mode, bah c'est bon. Mais en fait, c'est terrible parce que le laps de temps où tu le sais, je crois que c'est le pire. Et c'est ce que je supporte pas de voir, ça. Tu prends une balle dans la tête, t'es là, tu fais bon bah ok. Mais le moment où t'as 1 ou 2 minutes où tu sais que tu vas crever, ça c'est horrible. C'est de 2 ou 3 scènes, hein, mais moi des scènes qui m'ont traumatisé, c'est Titanic. Titanic, les petits vieux qui se font un câlin, et puis la mère qui lit une BD là à ses gamins alors que l'eau elle monte. Chaque fois que je regarde ça, moi je fonce, c'est pas possible. Je ne supporte pas de regarder cette scène. C'est la mort du médecin dans Le Soldat Ryan. Quand il dit oh putain c'est mon foie, qu'il appelle sa mère et tout, t'es là putain. Parce qu'il le sait en fait, il est médecin, il sait qu'il est mort. Donc le mec il appelle ah non je veux pas mourir ma maman. Et putain et Tom Holland qui est en mode non non je veux pas mourir Monsieur Stark je veux pas. Là je peux pas moi, ça je peux pas. C'est impossible. Pour regarder ça de manière normale c'est impossible. Et en plus, puis t'as Robert Downey Jr. derrière. Moi, je suis d'accord. Enfin, avec Stark et tout, qui est incroyable. Mais Robert Downey Jr., les émotions qu'il met. En fait, autant, tu vois, moi, je trouve... Infinity War était meilleur sur la fin, mais autant la mort d'Iron Man... Elle est épique, mais il a le temps de rien dire en fait. Tu sens que le mec il est dézingué. C'est pas là qu'il a élevé son niveau de jeu, Robert Downey Jr. Juste là, quand il fait le snap, il est incroyable. Et puis derrière, il tombe, il est pas bien et tout. Et tu te dis, vas-y, tu vois, c'est chaud quoi. Mais c'est pas là où il est le meilleur. Là où il est le meilleur, encore une fois, c'est quand Peter Parker il meurt. Parce qu'il est là, genre, tu sais, il disparaît dans ses bras. Il a le réflexe de regarder la poussière, tu sais, il regarde dans le vide et tout. C'est un des rares moments où je me suis dit, tu sens dans les yeux du mec qu'ils ont perdu et que, quand bien même toi tu sais qu'il y aura Avengers 4 et que tout sera résolu, c'est super chaud ce qui vient de se passer. Et voilà, il a un côté genre, c'est fini. Il peut rien faire, c'est terminé. Et jamais on avait vu ce mec-là en difficulté. À part quand il était un peu dans des traumas et dans une dépression dans le 2, dans le 3, mais ça restait le mec grandiose, tu vois, Iron Man, Robert Downey Jr., ça reste le mec ultra fringant. Dans le 3, il a des petites tendances un peu cheloues, etc. Mais il essaie de rester un petit peu classe, puis au final, il fait beaucoup d'humour, tu le sens un peu moins, tu travailles le traumatisme, mais c'est différent. Là, t'es là, tu fais, ah, non, mais, plus rien, là. C'est bon, il a perdu. Il sait qu'il a perdu, c'est fini. Et en fait, regardez le talent de cet acteur-là, il faut regarder. Pour moi, tu veux le talent d'Iron Man, il faut regarder cette scène. Juste les 3 minutes où Peter Parker il meurt et son regard dans la foulée ensuite. Et t'es là, tu fais ah ouais, putain, c'est chaud. Genre, c'est chaud, tu vois. Pour moi, perso, le pire, c'est Star-Lord. Le regret de perdre. Tout son regard montre une perte, mais oui, Spider-Man en 2e place. Bah, Star-Lord, c'est quoi? Ça me touche aux tripes aussi, donc tu vois, forcément, c'est différent. Mais, et puis Star-Lord, bah...
Bah, tu vois, on confond pas le bowling et le bilboquet, hein. T'as Star-Lord et puis t'as Iron Man. Mais Iron Man est supérieur à tout le reste. Juste à Star-Lord, après, voilà, moi, j'étais trop content dans le Holiday Special, quand à un moment donné, ils disent ah bah tu vois, Star-Lord, au final, c'est devenu le héros de l'univers. Voilà. Et ouais. Et bah ouais. Bah, c'est pas moi qui le dis. Je crois que je sais plus qui c'est qui dit ça, mais genre en mode bah il est tout triste alors que en vrai c'est pas bien et tout. Et tu sais très bien que de toute façon Star-Lord maintenant il est méga connu et ça en fait le plus grand héros de tout l'univers. Et c'est trop bien. Parce que Iron Man c'est juste le héros de la Terre, tu vois. C'est comme le côté lui il est humain en entier. Donc il est débile à 100% alors que l'autre c'est un demi-dieu. Iron Man et après Star-Lord. C'est Mantis, je crois. Ouais, je crois que c'est Mantis qui doit dire ça, genre c'est devenu le héros de l'univers. Mais c'est trop mignon. Mais Mantis, elle est trop mignonne, elle est adorable. Mantis, elle est archi adorable. Elle dégage tellement de douceur, je trouve, Mantis. Et elle a tellement de bienveillance, elle a un côté très... le duo, l'avantage de Mantis depuis qu'elle est arrivée dans Les Gardiens 2, c'est qu'en vrai, ouais, mais Mantis, c'est la famille. Ah, puis c'est la French Touch aussi, ouais, donc forcément. Mais Mantis, en fait, elle est arrivée, elle a eu la capacité, qui est pas donnée forcément à tous les acteurs, hein, elle a eu la capacité de s'acclimater parfaitement avec tous les autres comédiens qu'elle a eu en face. Que ce soit le duo avec Drax, que ce soit avec Gamora, que ce soit avec Star-Lord, où on l'imaginait pas forcément avant, ou voilà, elle a gravité dans, ou avec Ego, elle gravite dans un truc qui est incroyable en tant qu'acteur. C'est Kraglin qui dit ça dans le vaisseau. Ah ouais, c'est un des deux, je crois, à ce moment-là, mais c'est devenu le héros de l'univers. Moi, ça m'a touché en plein cœur, quoi, parce que je me suis dit, allez, ah, c'est beau, tu vois, quelque part, bah, de remettre Star-Lord vraiment là où il doit être, c'est-à-dire au-dessus des étoiles, là où Tony Stark, maintenant, est 6 pieds sous terre, bouffé par les vers. Donc, on va se laisser... On va se laisser là-dessus, sur cette belle phrase. Elle est horrible, la dernière phrase. C'était pour citer Kemar dans 46 000% sport. Et on t'embrasse là où tu es, 6 pieds sous terre, bouffé par les vers. La prison à perpétuité. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais non, mais Iron Man, non. Enfin, voilà, objectivement parlant, Iron Man. Qu'est-ce que tu veux faire de plus qu'Iron Man? Il y a même pas, évidemment qu'Iron Man est au-dessus de Star-Lord et que Iron Man c'est le visage de Marvel, c'est le visage de MCU, tout a commencé par lui, tout et c'est presque terminé par lui, même si il y en a encore un petit peu maintenant, mais c'est pas pareil, tu vois, sans Iron Man. Et puis ça continue après lui, voilà, Star-Lord, on sait pas si après Star-Lord il y aura un effet post-Star-Lord. Là, ne serait-ce que par Tom Holland, on l'a Iron Man, on a la suite. Donc, il y a She-Hulk et après il y a Star-Lord. Et ben, il y a un ban pour Olive. Et c'est dommage, parce que je l'aimais, je l'aimais bien, Olive. Putain, il était là depuis longtemps, hein. C'est triste de se faire bannir pour si peu, mais... Non, mais Iron Man, oui, c'est le patron absolu. Enfin, je veux dire, c'est une légende. C'est une légende. Et il y aura peut-être pas d'après Star-Lord, mais il y aura toujours un après... un après Iron Man et c'est pour moi c'est le visage, ne serait-ce que tu vois là je pars de Star-Lord, pour moi il y a même pas de débat entre Iron Man et Captain America par exemple. Moi évidemment qu'Iron Man est au-dessus de Captain America. J'ai peur du après Laurent perso, ouais mais bon ça après on le sait, fallait s'y attendre Hugo, tu sais quand on fracasse des vies voilà à un moment donné c'est comme ça, c'était obligé de faire avec hein. Mais pour moi il n'y a pas de débat avec un mec comme Captain. Déjà, alors, le Captain America, il est moins transcendant que l'Iron Man. Mais ça reste des grands personnages et c'est toujours un plaisir de les revoir en vrai. Donc voilà pour ce live sur les gardiens, bah, où au final on aura reparlé ensuite des gardiens Holiday Special. 1h40, bon bah on aura parlé 1 heure du sujet et puis on aura dévié, mais c'est l'avantage en fait des lives, hein. C'est aussi pour ça que moi maintenant les lives j'apprécie pas mal en faire. C'est parce que bah, ça te fait quand même, te lancer sur pas mal de sujets différents et puis bah, qui rattrapent un petit peu finalement le contexte initial du truc. On n'était pas beaucoup ce soir, vraiment pas nombreux. Mais au moins j'ai pu vous lire beaucoup plus que si on était 400 ou 500 comme d'habitude, donc c'est pas plus mal. Je pense qu'il y aura peut-être un petit peu plus de monde pour la tier list et peut-être un petit peu plus de monde pour la phase 4 demain. Je publie le planning des lives évidemment demain comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir redoré le blason de Star-Lord, puisque Star-Lord est notre héros, notre prophète moderne. N'oubliez pas que c'est un demi-dieu. Quand même, voilà, il faut le dire, c'est un demi-dieu, donc il est supérieur à nous dans tous les points. C'est important de le préciser. Passez une excellente soirée, merci à tous pour les dons, comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous demain, 21h30, pour la phase 4 Marvel, déception, innovation. Bah, on aura de quoi dire.